Alors bonsoir à tous. On va essayer de réfléchir un peu sur quelques notions d'éducation. Il m'avait dit qu'il faut faire un cours pour les hommes, un cours pour les femmes. La vérité, moi, je fais toujours des cours mixtes. Donc le cours pour les femmes, je l'ai fait. Moi, je vous conseille de l'écouter aussi. Et là, je vais faire un cours pour les hommes qui n'est pas le même. Et ouais. Et je conseille aux femmes de l'écouter aussi. Ça va? Ok. Alors en vérité, tout démarre d'une braïta dans Kilushin, la Flamed Aboudbet. C'est marqué Tanya. Rabbi Omer. Rabbi il a dit Galoui ve'adouar lifnemi she'amar vaya olam sheben mechaben et timo yoter me'aviv. Alors si on prend les mots exactement, il est dévoilé et connu devant celui qui a dit que le monde soit. D'accord? Donc on parle à Kadosh Baruch Hu. Qui est-ce qui a créé le monde avec la parole? C'est Hachem. Maintenant, pourquoi le Tana, il a choisi ce langage? Lifnemi she'amar vaya olam. Il aurait pu dire Lifne Akadosh Baruch Hu, Lifne Rahamana. Ouais. Pourquoi elle a dit ce langage devant celui qui a dit que le monde soit? Étant donné que, en vérité, on sait que le monde il a été créé par la parole, et que ici c'est marqué devant celui qui a dit que le monde soit. Donc, c'est comme un espèce de moyen mémotechnique de nous faire rentrer l'idée qu'on va parler d'une notion qui existe depuis la création du monde. Ça va, qui est intrinsèque à la nature de l'homme, au-delà de l'éducation et de la religion. C'est vraiment intérieur de l'homme. Que quoi? Chez Ben Mechabed et Timo Yoter Miaviv, que l'enfant respecte plus sa mère que son père. Agma dit pourquoi? Mipne chez Mishte de la Tobedvarim, parce que elle le rassure par des paroles. Elle le séduit par des paroles, Rachid dit. Ouais. Les fichar, c'est pourquoi Igdim Akadosh Baruch Hu Kibud Av le Kibud Em. C'est pourquoi Hachem a fait précéder le kavod du père au kavod de la mère. Alors, vous savez que dans la Torah, pour le respect des parents, il y a deux langages. Une fois, c'est marqué Keved et Tavicha ve Timecha, respecte ton père et ta mère. Et une autre fois, c'est marqué Ish Imo ve Aviv Tiraou, un homme et sa mère et son père, il craindra. Maintenant, c'est très bizarre que, en fin de compte, c'est les deux. C'est la même mitzvah, c'est la mitzvah de respect des parents. Et nous, par résonance, on va apprendre l'éducation. D'accord? Mais le principe même, c'est le respect et la crainte des parents. Donc tu vois que le respect, il s'articule de deux manières, qu'il faut respecter et en même temps, il faut craindre. D'accord? Alors, ce qui est bizarre, c'est que une fois, dans les 10 commandements, c'est marqué Kaved et Tavicha Timecha, et une autre fois, c'est marqué Ishimo ve'aviv tiraou. C'est pas le même langage. Maintenant, c'est très bien que les deux fois où les Aseret Adbirot les ont été donnés, ils sont complémentaires les unes des autres, comme Zachor Veshamor. Ouais. Pour Shabbat, on les recolle, alors qu'ils ont été dits de manière différente, dans deux endroits différents. Donc, dans cette logique-là, de la même manière, ouais, une fois, c'est marqué que tu dois respecter les parents, une fois, c'est marqué que tu dois craindre les parents. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que dans la mitzvah de respecter les parents, c'est marqué le père en premier. Kaved et tavicha vetimecha. Tu respecteras ton père et ta mère. Par contre, dans la crainte, c'est marqué ish imo ve'aviv tiraou. Ouais, un homme, sa mère et son père, il craindra. C'est bizarre, d'accord? Bon, d'un autre côté, tu vas me dire, effectivement, il fallait parler du père, il fallait parler de la mère. La Torah n'a pas dit qu'avec des taorim, on respecte les parents. Elle a dit respecte ton père et ta mère, respecte ta mère et crains ta mère et ton père. Maintenant, on aurait pu écrire dans un endroit de la Torah respecte ton père, dans un autre endroit, on aurait marqué respecte ta mère, on aurait fait une Xirashava, ouais, et on aurait dit que kavet, tu dois respecter ton père et ta mère. Mais on n'aurait pas su s'il fallait respecter plus le père que la mère. D'accord? Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit respecte ton père. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter la mère, mais dans la chronologie, dans la priorité, c'est marqué respecte le père. Maintenant, vous savez très bien que la Torah ne va pas ordonner une chose qu'on fait naturellement. Par exemple, il n'y a pas une mitzvah d'aller aux toilettes. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est vraiment une mitzvah, mais il n'y a pas de mitzvah d'aller aux toilettes, il n'y a pas une mitzvah de manger, sauf Yom Tov et Shabbat. Bon, il n'y a pas une mitzvah de respirer, pourtant c'est vital. Donc ça veut dire que la Torah n'ordonne pas des choses qui sont naturelles. Vous allez me dire, ah, mais elle m'a ordonné d'aller avec ma femme. Donc ça prouve qu'il ne faut pas y aller comme un animal, de manière naturelle. Ouais, il faut donner une dimension spirituelle à cette relation. Mais en tout cas,
c'est intéressant que puisque la Torah ne m'ordonne pas des choses que je fais naturellement, et c'est quoi naturel? C'est que soit j'ai un élan personnel de le faire, soit qu'il y a quelqu'un qui va susciter chez moi l'élan naturel de le faire. D'accord? Ici, la Gemara, elle a dit que l'enfant respecte plus sa mère parce que la mère le séduit par des paroles. Donc, ça veut dire que le respect de la mère, le respect de l'enfant envers sa mère, c'est la résonance de l'amour que la mère exprime. Vous me suivez ou non? Donc, comme l'enfant, il va donner naturellement l'amour à la mère, il va naturellement donner le respect à la mère parce que ce respect, il est la résonance de l'amour. Donc, la Torah va demander à l'enfant de craindre, de respecter son père en tant que mitzvah, en priorité. Ça va? Bon, comme vous avez fait un peu des mathématiques, je vous donne une notion. 4 fois 3, ça fait combien? 12. Non, je suis obligé de mesurer le niveau de la salle. 4 fois 3, ça fait 12. Maintenant, c'est extraordinaire que 3 fois 4 aussi, ça fait 12. Je pense que vous avez pris le temps d'y réfléchir. Si vous allez dire, ouais. Non, parce que 3 divisé par 2 et 2 divisé par 3, ça ne fait pas le même résultat. Ouais. Et 4 moins 3 et 3 moins 4, ça ne fait pas le même résultat. Donc, pourquoi est-ce que 3 fois 4 et 4 fois 3, ça fait le même résultat? C'est très intéressant. Si vous cherchez la philosophie des mathématiques, c'est très, très intéressant de comprendre comment ça fonctionne, ce principe. D'accord? Mais en tout cas, si je dis que 3 fois 4 et 4 fois 3, ça fait le même résultat, eh bien, on vient de dire que, en fait, le respect envers... le respect il est, de l'enfant, il est provoqué par l'amour de la mère. D'accord? Donc ici, la Torah nous a dit une chose extraordinaire, c'est que l'amour de la mère se voit. C'est bon? Maintenant, puisque le respect de la mère, enfin le respect de l'enfant envers la mère, il est naturel parce qu'il est en résonance de l'amour que la mère lui donne, puisque 4 fois 3, donc 3 fois 4, ça marche aussi. D'accord? Donc automatiquement, ça veut dire que l'amour que tu exprimes va entraîner le respect, mais que le respect va entraîner l'amour. C'est bon? Ouais. Donc ça veut dire que quand l'enfant va respecter sa mère, il va recevoir plus d'amour de la mère. Parce que la mère lui donne de l'amour et que l'amour entraîne le respect et que le respect entraîne l'amour. Super. Mais ça veut dire aussi que le père donne moins d'amour. Ou en tout cas, l'amour du père se voit moins. D'accord? Donc la Torah demande à l'enfant, ouais, c'est une mitzvah, même dans la halakha, c'est comme ça, que pour pouvoir respecter ses parents, il faut réussir à trouver chez ses parents une qualité qui n'existe nulle part ailleurs. Parce que toute la halakha de respect des parents, de se lever, de ne pas leur couper la parole, de ne pas les appeler par le prénom, c'est pas simplement des règles. C'est parce que tu as un tel niveau de respect, entre guillemets, et de crainte que tu peux pas les appeler par le prénom. Ah, tu es cool avec eux, tu leur tapes dans le dos, tu prends la douche avec eux, tout ça, bon. Ça veut dire que tu n'as pas pris le RR, la valeur de la personne. Maintenant, si c'était Mama Salé, tu lui aurais tapé dans le dos. Non, tu dis, mais c'est pas Mama Salé, c'est même pas Mama Sucré, d'accord? Donc, il faut que tu trouves chez ton père, ouais, il est très très honnête. Bon, il met pas les tefilines, hein, mais il est très très honnête. Bon, il a fait toujours un kavod à maman extraordinaire. C'est le gadolador du kavod à la femme. Ouais. Et quand tu trouves cette qualité, alors tu vas naturellement le respecter. Vous me suivez ou non? Et lui, d'un autre côté, il va t'aimer parce que la résonance du respect, c'est l'amour, et la résonance de l'amour, c'est le respect. C'est-à-dire que quand tu veux être aimé de quelqu'un, c'est facile, il faut le respecter. C'est bon? Et quand tu veux que quelqu'un te respecte, c'est facile, il faut l'aimer. Alors pourquoi est-ce que le respect, ça provoque ça? Après, c'est une question de définition. Parce que le mot respect, c'est un principe compliqué. Je ne sais pas si vous avez écouté le cours de Ben Chetrit sur le respect. Non? Il faut faire teshuva, les enfants. Sinon, il faut faire 15 ans de yeshiva, c'est comme vous voulez. Donc, c'est qu'en fait, le respect, en définition pure, un peu à la Rav Moshe Shapira, ouais, le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Par exemple, là, vous me respectez. Ça veut dire que dans notre rapport de coexistence, vous existez, moi j'existe, vous vous mettez en retrait au niveau existentiel parce que ça vous intéresse que j'existe ma Torah pour vous. Donc le respect, c'est le droit d'exister que vous donnez à l'autre. C'est bon?
quand vous respectez les parents, vous donnez aux parents le droit d'exister. Justement parce qu'il y a une sarara de les empêcher d'exister. De toute façon, je fais ma vie, je fais ce que je veux, je suis pas obligé d'être comme vous, je vais être comme papy, je vais aller à Jouan-les-Pins, d'accord? Donc, c'est dur pour l'enfant de respecter les parents. Ouais. Pourquoi? Parce que comme il a besoin d'apprendre de ses parents, et que pour que ses parents ils puissent lui enseigner, il faut qu'ils existent, mais pour que les parents existent, il faut que l'enfant il ait un réceptacle, et que le réceptacle à l'existence des parents, ça s'appelle le respect. Donc l'Yetzirara, il va créer la fracture parentale, comme ça l'enfant il respecte pas, du coup le parent n'existe pas, du coup l'enfant ne reçoit pas de ses parents, et du coup toute sa vie il va chercher son père, chez son rave, chez son mentor, chez son patron, chez son professeur de l'université. En fait il cherche son père, parce que père c'est repère. Facile, ouais. Donc la logique, encore une fois, c'est que puisque l'enfant il reçoit l'amour de sa mère, et que la résonance de l'amour c'est le respect, ah oui, donc on a dit que le respect c'est le droit d'exister. Ça va? Maintenant, une personne, elle a 4 pôles existentiels. Elle existe par la parole, elle existe par l'image, elle existe par l'acte, et elle existe par le nom. Le nom. Maintenant, tout ça, on l'apprend de la Gemara. D'accord? La Gemara dit Amechane Shemo Shemra la Chavero, celui qui donne un surnom mauvais à son ami. Alors, Yored Bageina Veno Ole. Il descend au Geinam, il ne remonte pas. Bon, Tosfot, il dit qu'il remonte au bout de 12 mois. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste donné un surnom. Il s'appelle Léopold, il l'appelle Popol. Fernand, il l'appelle Non. D'accord? C'est pas grave, on rigole, c'est sympathique. Depuis qu'il est petit, on l'appelle le gros, on l'appelle le zien, on l'appelle le. Ok, toi tu rigoles, mais lui il se vexe. Donc comme il se vexe, il ne peut pas exister. Comme il ne peut pas exister, comme la seule manière d'aller au Lamaba, c'est d'exister dans ce monde-ci, dans le cadre de la mitzvah. Donc en lui, en n'existant pas, il ne peut pas aller au Lamaba. Du coup, toi qui l'as empêché d'aller au Lamaba, toi aussi, tu n'auras pas au Lamaba. Oh, c'est violent. Hein. C'est très violent. Parce que le respect, c'est le droit d'exister. Donc quand je me moque du nom de quelqu'un, je l'empêche d'exister, puisque le nom, c'est un pôle existentiel. Comment tu existes? Toi, tu n'es pas là. Ouais. On parle de toi, tu n'es pas là. Donc je te fais exister par ton nom. Ton image, ça te représente. Si je te dis, ah, t'es gros, tu pues, bon, je t'empêche d'exister. Ouais. Ton travail, ton acte, voilà, t'as fait ça, t'as produit ça, voilà, j'ai produit ça. Ouais, c'est nul, ça sert à rien, tu perds ton temps, c'est pas ce qu'il faut. Donc, ta tentative d'existence, elle a été détruite. Donc, du coup, t'as pas existé. Et ton image, que je l'ai déjà dit, là, ton nom, ton image, et la parole. Quand tu parles, tu existes, parce que tu existes, parce que tu exprimes. Maintenant, si tais-toi, ferme-la, tu dis n'importe quoi, à quoi ça rime, je te charrie, je t'empêche d'exister. C'est pour ça que les nazis, ils avaient très bien compris, d'accord? C'est que dès que la personne elle arrivait, on lui enlevait son nom, un numéro, on lui enlevait ses habits. T'es venu en Hugo Boss, paf, pyjama rayure, ouais, et une ficelle si t'as du mérite. Ton acte, il vaut rien. T'étais un grand sculpteur, de toute façon, tu vas sortir par la cheminée, donc maintenant tu vas vider les latrines, d'accord? Et la parole aussi, le nazi, le déporté n'a pas le droit de parler au nazi. C'est dans les règlements du camp, sauf si le nazi lui adresse la parole. Donc, on lui a enlevé la parole, on lui a enlevé l'acte, on lui a enlevé le nom et on lui a enlevé son aspect. D'accord? Alors, il n'existe plus. Ça va? Et quand on a détruit psychologiquement, c'est facile ensuite de détruire physiquement. C'est un processus. D'accord? Donc, c'est normal, puisque nazi, c'est Yetzirara, c'est le Malach HaMavet. Donc, c'est normal qu'il était formaté à 100% à être dans les règles exactes de la destruction totale. Ok. Donc, ça veut dire que nous tous, nous avons en face des gens de nous qui peuvent exister, qui ont le droit d'exister, et que moi, j'ai une mitzvah de les faire exister. C'est ça le respect, c'est ça de juger les kavzorkout, c'est ça d'aimer. Aimer, en vérité, c'est encourager à exister. La preuve, c'est que celui qui fait exister tout le monde, c'est qui? C'est Hachem. Comment il s'appelle? Melech HaKavod. Mi-ouzé Melech. C'est le Melech HaKavod, c'est Hachem. Donc c'est celui qui fait exister tout le monde. Donc nous, à chaque fois que tu vas faire le Kavod du Rav, c'est pour quoi faire? C'est pour avoir la Torah du Rav. Tu fais le Kavod des parents. Donc les parents, ils vont exister. Comme ils vont exister, ils vont être eux-mêmes. Quand ils vont être eux-mêmes, tu vas voir qui ils sont. Quand tu vas voir qui ils sont, tu vas savoir d'où tu viens. Et quand tu vas savoir d'où tu viens, tu vas savoir qui tu es. Donc là, vous venez de gagner à peu près 20 ans de thérapie et 10 ans d'exomile.
Bah oui, parce que les gens, toute leur vie, ils se cherchent qui je suis, comment je suis, que je suis. 10 ans de thérapie de orthophonie pour enlever l'accent marocain. Non, t'es marocain, t'es marocain. C'est pas la peine. Pas de faire le temps de l'ashkénaze, Rabba Issei. T'es né à Meknes, ça n'a pas de sens. Donc l'idée, c'est que le respect, c'est le droit d'exister. Tu vas respecter ta femme, tu vas recevoir des choses. Parce que la Gemara, elle dit que Mishenbo, celui qui n'a pas de femme, il n'a pas de bracha, il n'a pas de Torah, il n'a pas de shalom, il n'a pas de... Mais tout ça pour le recevoir, puisque elle, c'est le contenant. Si toi, tu veux le contenu, il faut lui donner l'occasion d'être. Donc, c'est pour ça que les Yetzirah, c'est de la casser, de la chambrer, de la maltraiter, de la malmener. Pourquoi? Parce que comme toi, tu as un très, très gros potentiel de recevoir quelque chose d'elle, donc tu as un Yetzirah de l'empêcher d'exister. Surtout sur les gens qui eux-mêmes n'existent pas, parce que le problème des gens qui n'existent pas, c'est qu'ils ont l'impression que l'autre en existant les empêche d'exister. Donc là, il faut vraiment travailler sur le livre bleu. Il faut vraiment bosser dessus, c'est dommage. Il y a des psys qui le donnent à la place du Prozac. Mais vous n'êtes pas obligé, je comprends. Il y a 400 pages, autant faire 10 ans de thérapie. C'est logique. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que nous avons un pouvoir qui s'appelle en français décapsuleur de potentiel, qui est un levier existentiel que j'ai pour l'autre. Maintenant, ce même levier, vous devez aussi l'utiliser pour vous-même. Parce que quand vous vous donnez le droit d'exister, en français, ça s'appelle le respect de soi. Maintenant, je vous dis tout de suite, celui qui n'arrive pas à se faire exister lui-même, il va avoir du mal à faire exister l'autre. Et les deux qui n'arrivent pas à se faire exister, ils auront du mal à faire exister l'enfant. Vous suivez ou non? C'est une logique exponentielle, ça s'appelle Kalva Hamor. Après, je vous dirai qui est le Hamor. Ouais. Et le Kal. Mais l'idée, c'est ça. C'est que le respect, c'est un levier. Donc, quand la Torah elle a dit Kaved et avicha et imecha, respecte ton père et ta mère, tu as compris que ça veut dire qu'il faut faire exister. Et faire exister, ça veut dire faire sortir le potentiel. Comme Srita. La Srita, c'est de presser un élément solide pour faire sortir un liquide. C'est ça la définition de la Melacha d'après la Torah. C'est pour ça que Minatora, la Srita n'existe que sur le raisin et l'olive. Parce que ce sont les seuls fruits qui ont été créés pour leur jus. Tous les autres, ils ont été créés pour leur chair. Mais ceux-là, ils ont été créés pour leur jus. Pour ça, il y a des grosses marloquettes. Après, les oranges de Californie qui sont faites pour le jus. Alors, est-ce que quand on va les presser, on va faire Srita Minatora? D'accord? Mais non, la vérité, c'est vrai, c'est une question. D'accord? Mais quand toi, tu fais la Srita de ta femme, ouais, c'est Minatora ou c'est Midera Banane? Quand tu fais la Srita de tes parents, c'est Midera Banane ou c'est Minatora? Donc cette logique-là, c'est que on a un pouvoir de faire sortir le meilleur de l'autre. Ouais. On a un pouvoir de faire sortir le meilleur de nous-mêmes. On a un pouvoir de faire sortir le meilleur de nos enfants. Mais il faut être dans une logique de kavod. Et le plus intéressant, c'est que même ce monde, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Amar HaKadosh Baruch Hu, Lo barati et haolam, et là l'irvodi. Je n'ai créé ce monde que pour mon kavod. Je dis, bon, Hachem, je pensais qu'il était Anav, il parle de son kavod, mais on a compris maintenant. Si le kavod, c'est de faire exister, et que ce qu'on fait exister chez quelqu'un, c'est quoi? C'est sa volonté. Parce que la volonté, c'est le moteur de l'existence. Donc quand je respecte quelqu'un, je crée un espace dans lequel il peut projeter sa volonté. Alors c'est quoi ce monde-là? C'est le monde, c'est l'espace dans lequel se projette la volonté d'Hachem. Or la projection de la volonté, on appelle ça le kavod. D'accord? Et Hachem, toute la réalité, ce n'est que le fruit de la projection de sa volonté. Donc c'est son kavod. Qu'est-ce qu'on dit? Malé kol haaretz. Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Donc, je reprends donc pour les cerfs-volants. Donc, le kavod, c'est le droit d'exister. Maintenant, Hachem, tout entier, ça n'est qu'une volonté. Donc, quand je fais exister Hachem, je fais kavod à Hachem, c'est-à-dire que je fais exister sa volonté. Maintenant, par exemple, sa volonté, elle est formulée dans la Torah. Donc, quand j'applique la Torah, eh ben, je fais exister la volonté d'Hachem.
Ouais, quand je vois la beauté de l'univers, je fais exister la volonté d'Hachem. Quand j'accepte ce qui m'arrive par la Emouna et le Bitachon, je fais exister la volonté d'Hachem. Par contre, quand je dis je suis pas d'accord, c'est pas normal ce qui se passe, j'empêche la volonté. D'accord? Et moi-même, je suis vecteur de la volonté parce que la Neshama, elle va capter le Ratson Hachem et ensuite ce Ratson, il va être relayé par le psychique, le moi, le jeu, et ensuite il va se réaliser à l'extérieur. Maintenant, tout ce que je fais, c'est véhiculé par le Ratson. Maintenant, le Ratson, dans sa nature profonde, il est divin. Mais dans son orientation, il est humain. Ça va? Vous me dites si ça va trop vite. Ouais. Parce que là, vous venez de faire 7-8 ans d'Yeshiva, vous ne vous rendez pas compte. Ouais. Donc, je répète, la Neshama, elle est divine. Elle produit le Ratson. Maintenant, le Ratson, il n'a pas de connotation. Il est parvé. Ouais. Tu peux l'emmener vers le bien, vers le mal. Qui c'est qui fait cette orientation? C'est le jeu. Maintenant, le jeu, il va créer l'orientation, il s'appelle le libre arbitre, et il va aussi mettre la connotation, ça s'appelle la personnalité. Tu peux mettre de l'amour, tu peux mettre de la pureté, tu peux mettre du vice, tu peux mettre des envies de meurtre, ouais, ou tu peux mettre des envies d'élévation. Tu veux chercher les profondeurs de la Kabbalah, ou tu veux essayer de conquérir la voisine. C'est ça, c'est la connotation que tu vas mettre à l'intérieur de cette énergie. Maintenant, puisque cette énergie, elle vient de la Neshama, et qu'elle-même n'est qu'un récepteur de la volonté d'Hachem. Donc en fait, quand tu vas exister parce que ton projet existentiel, il va être véhiculé par la volonté, puisque cette volonté, elle-même, dans sa nature, elle vient d'Hachem, donc en existant, tu vas faire exister Hachem. Vous la sentez là, celle-là, ou là? Voilà, ça s'appelle CQFD, ce que fait Dieu. C'est pour ça que quand un juif, il fait une bêtise, c'est Chilul Hachem. Pourquoi? Et quand il fait du bien, c'est qu'il lui cherche. Mais quel rapport? Voilà, moi, je suis là dans ce monde, je m'appelle Bertrand. Bon, j'ai envie de faire des bêtises. Bon, ça regarde que moi. Tu dis, oui, mais c'est Chilul Hachem. Mais quel Chilul Hachem? Lui, il est là-bas, il est bien dans sa sainteté, dans sa pureté. Et moi, je suis ici dans ma khla. Ouais, j'ai envie de faire des bêtises, je fais des bêtises. Pourquoi est-ce que moi, en faisant des bêtises, je le salis à lui? Encore une fois, parce que lui, il a deux façons d'exister, Hachem. Soit qu'il projette directement sa volonté, il fait exister le monde. Ouais. Soit qu'il passe par l'homme, et l'homme, il va créer des actions, et les actions du tzaddik et les actions du rachat, c'est le continuum de la volonté d'Hachem dans le monde. Donc quand je fais du bien, je fais exister Hachem, et quand je fais du mal, j'empêche Hachem d'exister. C'est ça, Chilul Hachem. Et si c'est trop abstrait pour vous, c'est exactement pareil. Si vous, votre père, c'est un tzaddik, et que vous êtes un escroc, ouais, et quand vous faites des bêtises, vous salissez votre père. Les gens disent, ah, c'est le fils de truc. Maintenant, le père, il n'a rien à voir. Chaque enfant, il a le libre arbitre. Yitzhak Avinu, il avait un père qui s'appelait Esav. Je ne sais pas si tu as compris, un peu l'archouma, quoi. Comme si ton fils s'appelle Adolphe et que depuis qu'il est petit, il veut faire fureur. Tu dis, écoute, nous, on l'a bien conçu dans l'amour. Ma femme, elle allait au mikvé, on a tout fait dans la Kedusha. On l'a emmené à la yeshiva, au Cheder, à la yeshiva Ktana. Il a bien étudié et tout. Et un jour, tac, il a dit, ah, laissez-moi tranquille, cette Torah de mère. Et il a commencé à violer, à tuer, à voler. Est-ce que vous croyez que c'est la faute de Yitzhak, la faute de Rivka? Non. C'est juste que les gens ne comprennent pas que la meilleure éducation n'enlève pas le libre arbitre. C'est-à-dire que l'autre, il a fait tchouva à Las Vegas, et l'autre, il a trouvé de la coke à Pognovitch. Je me dis, mais comment c'est possible? Tout. Je répète, l'éducation n'enlève pas le libre arbitre. Il faut accepter que l'enfant, il est devant toi, que tu vas l'aider, que tu vas l'accompagner, que tu vas le former, que tu vas le formater, que tu vas lui installer le logiciel. Mais sache que s'il a envie de faire des bêtises, il les fera. Bon, tu peux allumer des veilleuses, manger des téphilines, faire des infusions de mezuzot, tu peux. C'est un peu amer, parce que c'est normal, parce que ça... Vous avez déjà bu une infusion de mezuzot? Non? C'est amer, parce que ça a ce goût-là. Ça va? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que, encore une fois, on va bien capter les mécanismes. Et après, vous ferez les mises en application. Parce qu'il y a tellement de milliards d'applications. Si on veut faire cas par cas, on va les ranger par deux. Et à la fin, ça fera juste des tas de cas. Bon. Mais l'idée, c'est ça. C'est que chacun, il a
en lui un décapsuleur de potentiel qui s'appelle le kavod. Donc de la même manière, encore une fois, je vais faire exister mes parents en leur faisant le kavod, je vais faire exister mes enfants en leur faisant le kavod. Alors quand je dis à l'enfant, bon, 6 plus 6, il y a un malaise, il a mal au ventre, il a envie de mourir, mais je dis rien. Après je lui dis avec des bonbons, avec des chevaux, avec des carottes, il dit 12. Maintenant j'aurais pu lui dire depuis le début 6 plus 6 égale 12. Comme ça au moins je peux un peu frimer, tu vois j'ai un niveau de CE1, c'est bien. Mais j'ai raté quelque chose. C'est que je ne lui ai pas donné l'occasion de dépasser son angoisse et de devenir autonome au niveau de l'intelligence. Eh oui, parce que l'intelligence, en philosophie, s'appelle la capacité d'adaptation. Donc toute notre vie, on va avoir des épreuves où on va nous demander de nous adapter. Donc là, il y a un malaise, question de mon père, 6 plus 6. Là, il y a un examen de dernière année de l'ENA. Ouais. Là, il y a la raconte avec le beau-père qui veut pas de moi. Ouais. Là, il y a l'annonce de la 6e grossesse alors qu'elle a accouché il y a 9 mois. Il y en aura des épreuves dans la vie. Et à chaque fois, la question, elle est, est-ce que tu vas t'adapter ou tu ne vas pas t'adapter? Maintenant, on sait que le niveau d'adaptation, on a dit qu'il est au niveau de l'intelligence, et que l'intelligence, en vérité, elle s'exprime dans la maturité. Parce que l'intelligence intellectuelle, ça ne sert à rien. Tu vois, le mec, il arrive à gérer, je ne sais pas moi, 300 000 employés, mais il n'arrive pas à gérer 2 gosses le dimanche après-midi. Il y a un problème d'adaptation. Celui-là, il a écrit 4 doctorats sur les thèses de mathématiques, mais quand on lui demande de prendre une décision, il est paralysé. Il fait pipi sur lui et tout. Donc tu vois que l'intelligence de vie n'a rien à voir avec l'intelligence intellectuelle. Pourquoi, encore une fois? Parce que l'intelligence intellectuelle, c'est tu t'adaptes à la théorie, alors que l'intelligence de vie, tu t'adaptes à la réalité. Et toute la vie, on va avoir des questions comme ça. Le bon Dieu, il les va envoyer. Ouais, parce qu'en fait, vous avez compris l'idée que Hachem, c'est la vie, c'est l'école. Hachem, c'est le proviseur. Le programme, c'est la Torah. Les exercices d'acquisition, après que tu as étudié la Torah, il faut des exercices pour acquérir. Eh ben, c'est les épreuves. Et le professeur de travaux dirigés qui distribue les exercices pour que tu puisses acquérir la Torah, c'est l'Yetzirah. Ça va? Donc, toute la vie, tu vas passer ton temps à essayer de t'adapter. Et on va t'envoyer des gens. Et tu verras que plus le temps de confrontation est long, plus le besoin d'adaptation est fort. Parce que tu vas rencontrer quelqu'un dans le bus pendant 5 minutes, tu vas être 30 secondes dans un ascenseur avec quelqu'un, mais tu vas être marié avec quelqu'un pendant 48 ans, ouais, tu vas avoir tes parents pendant 30 ans, tu vas avoir tes enfants pendant 30 ans, tu vas avoir un professeur pendant 4 ans, bon, t'as redoublé, tu vas avoir un associé pendant 6 ans, tu vas avoir une petite copine pendant 2 ans. Tous ces partenariats, ils sont calculés à la seconde près pour le pouvoir d'en tirer le potentiel. Pourquoi? Parce que Zman, en hébreu, ça vient de Mezouman. Mezouman, c'est quoi? C'est adapté à, apte à. Donc, Kol Zman ou Mezouman la davar. Donc, plus le partenariat est long, plus la mission est grande. Ça veut dire que tu as des centaines et des centaines de midot à développer grâce à ton conjoint. Tu as des centaines et des centaines de midot à développer grâce à tes parents. Tu en as des centaines grâce à tes enfants. Tu en as avec tes professeurs, tu en as avec des rabbinim, tu en as avec tes amis, tu en as avec des ennemis. Les ennemis, c'est très utile. Oui, les tordus, c'est très bien. Parce que grâce à eux, tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Et les gens bien, c'est bien. Parce que si tu te rends compte que tu fais l'inverse de ce que tu devrais faire. Donc en vérité, toute la vie, c'est des allers-retours entre une réalité qui est une proposition et une réalité qui est une révélation. C'est un peu comme un diamant. Prenez un diamant brut, un gros diamant, genre 120 carats. C'est une marque qui s'appelle Top Boss. Et vous devez le tailler. J'ai dit toujours cet exemple parce qu'il m'avait impressionné. J'avais lu un article dans VSD. C'est un journal qui existait à l'époque. Et là-bas, il parlait d'un tailleur de pierre juif à qui on avait donné une pierre de 110 carats à tailler. Pendant 1 mois, il a réfléchi. Parce que tu as compris que
la taille du diamant, c'est pas comme le logiciel, tu fais return, tu reviens à la phase d'avant. Non, il est taillé. Hein. Et maintenant, la manière de tailler, l'angle dans lequel tu vas tailler, le nombre de facettes qu'il va y avoir, ça va donner la brillance du diamant. Parce que pourquoi un diamant s'appelle brillant? Pourquoi? Parce que son prénom c'est Dany? Non. Parce qu'il met du gel? Non. Parce qu'il renvoie la lumière. Maintenant, un diamant à une seule facette s'appelle une vitre. Un diamant, minimum 70 facettes, comme la Torah. D'accord? Et chaque rayon, il va être renvoyé par la facette. Donc, chaque angle, il va donner un autre rayon, et l'ensemble des rayons, ça fait la brillance du diamant. Ça va? Et bien, de la même manière, quand nous, on éduque un enfant, on éduque pour qu'il apparaisse chez lui des facettes. On va lui donner la bonté, l'indulgence, la finesse, la compréhension, la maturité, la hirat shamaïm, l'amour de la vie, l'amour de la Torah, l'équilibre, la sérénité, tout ça, c'est des facettes. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas en stock. Et encore moins si on lui montre exactement le contraire. Moi, j'ai eu quelques milliers de couples en consultation. Bon, j'ai arrêté parce que c'est fatigant d'exister pour des gens qui ne veulent pas. Mais je leur disais toujours, mais ok, vous avez des problèmes, c'est elle, c'est lui, les races, les trucs, le respect, les nerfs, les gros mots, la belle-mère, l'argent, toutes les bêtises qu'on peut dire pour légitimer le fait qu'on n'est pas un adulte. Bon, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais moi, je leur disais toujours, mais la vérité, on s'en fout de vos histoires. Le plus important, c'est que le bon Dieu vous a confié 3, 4, 5 Neshamot, et que ces Neshamot, maintenant, elles sont dans un espace qui s'appelle le foyer, et toute la journée, elle est en train de voir 2 CON qui se prennent la tête pour des bêtises. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le meilleur moyen de leur remplir un capital d'équilibre, de sérénité et d'amour de la vie qui va leur permettre de rentrer ensuite dans la traversée du pôle Nord? Vous comprenez ce que je dis ou non? Parce que chaque situation, elle a un contexte. Maintenant, c'est nous qui fabriquons le contexte de l'enfant. C'est que quand on lui met des nerfs, des engueulades, des cris, des insultes, des pertes de contrôle, des impulsions, de la colère, du mensonge, des embrouilles, des incohérences. Par exemple, tu le frappes et tu rigoles. Il ne comprend pas. Il dit, tu rigoles, tu es content. Tu me frappes, t'es pas content. Il ne sait pas. Mais t'es un pervers, toi, ça te fait marrer de le frapper, d'accord? Donc lui, il devient cinglé. Donc plus tard, ça va le faire marrer de faire souffrir les gens. Tu lui mens. Donc lui, il est menteur. Tu dis, mais non, il est menteur à cause des gènes de la belle famille qui sont partis avec les enveloppes le soir du mariage. Ouais. Non, il ment, elle dit la Gemara, parce que tu lui as promis une récompense et tu lui donnes pas. Tu lui as appris à mentir. Quelqu'un appelle à la maison et tu dis que je suis pas là, dis que je suis pas là. Lui, il a compris que on a le droit de mentir quand on est en malaise. Ouais. Ou alors il frappe sa sœur pour qu'elle lui rende le ballon. Alors tu lui dis, mais pourquoi tu frappes ta sœur? Il dit, bah parce que moi, quand je fais pas quelque chose, tu me frappes. Donc j'ai compris que pour obtenir ce qu'on veut, il faut frapper. Il dit, mais non, mais moi je t'ai pas frappé pour ça. Ouf, les nuances. On verra plus tard. Pour l'instant, c'est l'exemple. Ça veut dire que l'enfant, c'est une caméra d'une sensibilité de 140 milliards de pixels, avec un capteur sélectif. C'est-à-dire que quand tu fais du bien, il ne le voit pas tout de suite, mais quand tu fais une erreur, il le voit et il l'enregistre. Donc tu l'attrapes, il a menti, il dit, oh, papa, t'arrêtes pas de mentir. Ah ouais, c'est vrai. Je vais dire, mon fils tourne la tête, il faut pas regarder. Papa, j'ai vu l'historique sur Internet, j'ai vu ce que tu regardes, franchement, je sais pas ce que tu vas l'avoir, ton doctorat en anatomie féminine. Non, parce qu'il y a l'art décoratif, il y a l'art contemporain, et il y a l'art chouma. Mais en vérité, c'est ce que la honte que tu as, que ton fils est au courant, en vérité, c'est juste un avant-goût de la honte que tu auras quand le bon Dieu il va te confronter. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que le Even Shlema, le Gaon de Vilna, il explique que quand on meurt, on arrive dans un endroit, un grand beddin, il y a tous les tzadikim, il y a toute la famille au premier rang, et qu'on monte sur un podium, et puis il y a un écran, et puis on nous dit maintenant, on va projeter ta vie. Tu dis oui, mais heureusement qu'il n'y avait pas de témoin. Il n'y a pas besoin, c'est ton œil qui a filmé, Gabriel. C'est le Gaon de Vilna. Hein. Vous avez entendu parler de lui, non? Il est religieux, il aurait pu habiter à Neuilly. Ouais. Donc, enfin, le Valois. Donc, on prend l'œil de la personne, on le met dans un appareil comme une pellicule.
et on allume. Et ça projette sur un grand écran. Depuis que tu es né, tu filmes tout. C'est que dans la mémoire interne, on garde toute la vie. La mémoire externe, on garde que ce qui est important. Le numéro de compte, l'adresse de la maîtresse. Mais dans la mémoire interne, on garde tout. D'accord? Donc on prend le disque dur de la mémoire interne, on le met et on projette. Toi, tu es là, tu regardes, tu vois ta grand-mère. La pivesse, c'est mon petit-fils. Et tu dis au gars, tu dis au technicien, excusez-moi, c'est intégral Ah, il y a tout. Hein. Il n'y a pas de montage, un petit... On n'a pas flouté ou... Parce que là, la grand-mère, quand elle va arriver à 14 ans, les séances dans les toilettes de solitude, elle risque d'être un peu choquée pour le petit sadique. C'est ça qu'on dit, lo alenu, à la fin de l'Haftara. Ouais, non, je rigole. Mais l'idée, c'est ça. C'est que chacun comprend qu'à un moment ou un autre, on va être confronté avec la réalité. Les gens malins, ils l'assument, ça s'appelle la responsabilité. Les brels, ils sont dans le déni. S'ils ne sont pas religieux, ils disent de toute façon, c'est des inventions des rabbins. S'ils sont religieux, ils disent non, ça n'arrive qu'aux autres. Ouais, mais c'est pas comme ça. Rav Simcha Zissel, qui était aussi très très religieux, il disait un homme toute sa vie prépare le jour de sa mort. Parce que c'est quoi le jour de la mort? Ben, c'est le jour où on rend des comptes. Ouais. Alors comment on prépare tous les jours? Eh ben, c'est que c'est comme toi, tu es nickel dans ta société. Tu as un comptable, tu as un expert comptable, tu as toutes les souches de tous les chèques, et tout est clean, et ça c'est de l'argent, c'est à toi, ça c'est de l'argent de la société. Parce qu'il va venir, Jean-Michel Lamort, le contrôleur fiscal, ouais, il regarde, il dit 12 760 €, le 12 mai en soirée. C'est quoi ça? Un repas d'affaires, on a invité tous les collaborateurs. C'est quand même marrant que ça tombe le soir de la bar mitzvah de votre fils. Il y a un peu de l'abus, là. Il dit, oui, mais je suis très social. Oui, mais ça s'appelle l'abus de biens sociaux. Maintenant, réfléchis, le tribunal d'en bas, ça n'est que le reflet du tribunal d'en haut. C'est pour ça qu'on a créé les tribunaux. Les goïms, tout est faux dans leur tribunal. C'est juste pour pas que tu oublies qu'un jour, il faut rendre des comptes. C'est tout. Ouais. Maintenant, quand toi, tu es habitué à ça, t'as pas peur, parce que tu es nickel. Tu es nickel dans ta société, t'as pas peur. Ouais. Si tu es nickel dans ton comportement, t'as pas peur. Si tu es nickel envers ta femme, t'as pas peur. De quoi t'as peur? Tu dis, oui, mais j'ai pas toujours été à la hauteur. Des fois, je me suis laissé aller. Et puis, des fois, c'est la colère. Et puis, souvent, c'est à cause d'elle. Et puis c'est à cause de sa mère. Et c'est à cause de sa race. Les Marocains pourris. Alors, je vais vous faire gagner 10 ans de thérapie et 21 ans de teshuva. C'est que la différence entre les enfants et les adultes, c'est que quand il y a un problème, les enfants, ils ont des raisons. Et les adultes, ils ont des solutions. Vous me suivez ou non? Alors faites-moi plaisir. Béhémet, comme mes frères et mes enfants, on s'en fout de tes raisons. Tu vas m'expliquer pourquoi? Moi, j'adore, ils viennent, les gens. Ouais, à l'époque, quand je recevais les gens. Genre, il va m'expliquer. Parce que je suis con, il veut m'expliquer. Ouais. Il va me dire, vous comprenez, c'est vrai que j'ai crié, c'est vrai que je l'ai frappé, c'est vrai que j'ai menti, c'est vrai que je l'ai trompé, mais je vais vous expliquer. Il va m'expliquer, le mec. Sa femme, elle est trop religieuse, donc il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire. Du coup, il allait chercher de l'exotisme avec des professionnels. Je dis, tu sais quoi, tu m'as convaincu. C'est vraiment équilibrant, ton truc. C'est cohérent, en fait. Tu as raison. Tu sais quoi, viens, on appelle ta femme, on s'assoit à trois, on lui explique. Non, c'est pas vraiment nécessaire. Et puis, elle est un peu fermée de ce côté-là. En fait, tu as un rachat avec une kippa noire. T'as compris ou non? Parce que ce qui est assourd, tu peux pas le faire. Ce qui est pas assourd, mais que tu sens que c'est pas bien, faut pas le faire non plus. Est-ce que tu ressens vraiment que ça se fait pas, même si c'est pas écrit dans la Torah, pour toi, c'est mis la Torah, dit le Rav Saadia Gaon. Tu sens que tu peux pas faire ça. Tu vois, mais c'est, dans les poskim, c'est pas évident. Franchement, tu as 48 ans. Tu te masturbes depuis l'âge de 14 ans. Tu m'emmerdes avec les poskim, franchement. T'as pas trouvé un autre argument? Les poskim. Comprenez ou non? Alors moi, je parle pas que quelqu'un, il vient, il te plante comme ça devant tout le monde. C'est que toi, tu dois dialoguer avec toi et dire, il faut que j'arrête de me foutre de ma gueule. C'est bon.
Parce que c'est la seule manière, c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est pas d'acheter un chapeau à la bonne taille et un frac si tu as besoin de fric. Non, la teshuva, c'est que ton da'at qui est sorti, parce que ça s'appelle Essiar da'at, tu as perdu l'esprit, tu as perdu le contrôle, tu as perdu la maturité, tu as perdu la compréhension, tu as transféré la culpabilité, tu as accusé les autres de tes problèmes. Et bien ce da'at qui est parti, ils reviennent dans ta tête. C'est ça la teshuva. Yishuv, c'est le retour. Yishuv à da'at. Maintenant, tant que toi, non seulement que tu fais des bêtises, mais en plus de ça, tu les justifies, tu vas les légitimer, ouais. Donc tu vas donner des raisons. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, tu n'as fait que réagir à cause de l'autre. J'avais une femme très pudique, j'étais obligé de faire des bêtises tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Mais on t'a donné le mérite d'avoir une femme pudique. Ça veut dire que tu peux faire ton tikkun, ouais, tu peux aller au lamaba, tu peux amener des enfants de sadikim. Toi, tu dis non, c'est frustrant parce que moi j'ai besoin de choses un peu bizarres. Ah, t'es pour le libre-échange, toi. C'est que la vie, elle te propose de t'élever et toi, tu choisis de descendre. Comme quelqu'un, il avait un enfant, il me dit « Ouais, Rav, écoutez, qu'est-ce que je peux faire ? J'en peux plus, je deviens fou. C'est quoi ton problème ?» Il dit « Mon fils, il n'arrête pas de poser des questions. Papa, pourquoi le bois, il absorbe plus que le métal ? Pourquoi la couleur, elle change quand on change la lumière ? Pourquoi le vent, il fait ça ? Pourquoi ?» Je me dis « J'en peux plus. J'en peux plus. Est-ce que j'ai le droit d'enlever la prise ? Est-ce que j'ai le droit de... » Je lui dis « Mais JH2, ça veut dire jeune khmar au carré. Si ton fils, il a beaucoup de questions, c'est qu'il est curieux. S'il est curieux, c'est qu'il est intelligent. Maintenant, l'autre, il a un autre enfant, voire de gelée de poulet. Et... C'est-à-dire pour qu'il y ait un mouvement, il faut bouger la casserole. Pas jamais de questions. Limite autiste, d'accord ? Mais intellectuel. Il n'y a rien qui l'intéresse. Après, il découvre la PlayStation, il passe 9 heures par jour. C'est la seule chose qui l'excite, d'accord ? Donc, celui-là, il se plaint parce qu'il a un enfant limite mort. L'autre, il a un enfant qui est trop vivant. Mais si tu crois en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, on ne peut rien faire. Il vaut mieux que vous habitiez un étage élevé. Mais si tu crois en Dieu, alors, Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, il crée des couples. Les couples, c'est pas seulement l'homme et la femme. Toi et tes enfants, c'est complémentaire, puisqu'ils viennent de toi. Toi et tes parents, c'est complémentaire, puisque tu viens d'eux. Ouais, toi et tes amis, même ton rave. Vous savez qu'un rave, il a certains élèves. Ouais. Et les élèves, ils ont certains raves. Chaque rave, il est adapté. Toi, tu dis, moi, je n'accroche pas du tout. Mais c'est pas adapté. Ouais. Et l'autre, au contraire, elle dit, ah, moi, je jure sur lui. Ah, t'es adapté. Donc, ça veut dire qu'en vérité, Hachem, il crée des couples, c'est-à-dire des partenariats nécessaires. Maintenant, si tu es malin, tu utilises le partenariat. Sinon, tu le nies. Maintenant, comment on appelle accepter le partenariat et développer le potentiel qui est contenu dans le partenariat ? Le kavod. C'est pour ça que je dis que le kavod, c'est un décapsuleur de potentiel. Ça va ? Vous avez bien compris là ou non ? Bon, ça pour apprendre ça au collège, il faut 20 ans à peu près. C'est pas écrit dans Baba Kama, mais il faut se casser la tête. Même si c'était un Baba Kamé. Donc, dans cette logique-là, le kavod que l'enfant il va donner à sa mère, on a dit que le kavod, c'est la résonance de l'amour. Donc, comme l'amour de la mère est exprimé, donc l'enfant, il reçoit l'amour de sa mère, et par effet mécanique, il renvoie du kavod. C'est un peu normal, parce que si la mère, c'est un distributeur de bonbons, ouais, elle lui donne de la douceur, et toi, tu mets 1 euro, il y a 3 bonbons qui tombent au lieu de 1, bah, tu remets un autre euro. Vous me suivez ou non ? C'est que celui qui te fait du bien, tu es encouragé à l'encourager à faire du bien. Donc, tu vas faire du kavod à celui qui te montre de l'amour. C'est bon ? Comme la parole. Tu parles à quelqu'un gentiment, il te répond. La communication. Pourquoi ? Parce que tu as fait l'effort de faire un. Et un, c'est quoi ? C'est un, c'est uni, c'est union. Union, c'est communion. Communion, c'est communiquer. Communiquer, c'est communication. Parce que communication, c'est créer un pont commun. Commun comme un. D'accord ? Donc, dans cette logique-là, quand toi, tu vas, encore une fois, naturellement respecter ta mère en résonance de l'amour qu'elle te donne,
Donc, puisque tu respectes naturellement ta mère, donc la Torah a donné la priorité au respect du père. C'est ça que c'est écrit Kaved et tavicha vet imecha. Respecte ton père et ta mère. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois respecter le père plus? Parce que l'amour du père se voit moins. Parce que comme on lui a donné la responsabilité d'être un agent exécutif de la Gestapo, quand il rentre le soir, regarde, il a fait ça, tu lui parles, moi j'en peux plus. Donc tu lui parles, tu lui mets la tannée, tu l'esquintes, et après tu lui demandes, Ephraim, tu sais que je t'aime. Lui, entre deux hématomes, il se pose la question. Ça veut dire que l'amour du père se voit moins que l'amour de la mère. Ouais. Du coup, la Torah, elle a demandé à l'enfant de respecter le père. Mais comme le respect est une résonance de l'amour voyant, et que l'amour du père ne se voit pas, donc la Torah, elle a donné à l'enfant une mitzvah de rechercher les signes d'amour du père pour, par résonance, être capable de le respecter. Ça va? Ok. Mais étant donné que 4 fois 3 et 3 fois 4, c'est le même résultat, donc, puisque le père, il a du mal à exprimer l'amour, mais que l'amour, c'est la résonance du respect, donc, quand l'enfant, il va respecter son père, il va donner au père l'envie d'exprimer l'amour. Donc, la Torah a donné une mitzvah à l'enfant de respecter le père, donc d'aider le père à lui donner de l'amour. Ça va? Et ce rapport entre le respect et l'amour et le respect, il ne doit jamais s'arrêter. Et c'est dans tous les domaines, c'est pareil. Ta femme, tu vas la respecter, elle va t'aimer. Tu vas l'aimer, elle va te respecter. Maintenant, tu la traites de chienne, tu dis qu'elle est khmala, qu'elle comprend rien, qu'elle dépense trop, qu'elle est grosse. Bizarrement, les sentiments ont baissé. Bizarrement, tu t'approches et tu te dis laisse-moi tranquille. Je suis Nida, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Et toi, tu comprends pas? En tant qu'affamé, attitré. C'est pour ça que la halakha, c'est que tu peux pas aller avec ta femme s'il n'y a pas eu le pious, si tu l'as pas séduit, si tu l'as pas dragué. Alors quand est-ce que ça commence le dragage de la femme? Vous savez quand, non? Le soir du mikvé, la veille, au resto? Non, ça commence le premier soir de la nida. Tu dis, mais les nidas, shalom, c'est sourde. C'est interdit, non, d'après la Torah, de ce qui pourrait amener à. Mais JG, jeune jbeb, t'es un animal, toi. C'est que la mitzvah de respecter et d'aimer, c'est tout le temps. Pendant la période permise et pendant la période interdite. La seule différence, c'est que pendant la période permise, bah, tu vas recevoir quelque chose en échange. Mais pendant la période interdite, ceinture. Wallo de chez que dalle. Maintenant, tu dis, au moins on dort dans le même lit. Non. Au moins tu me prends dans tes bras. Non. Au moins on te fait un petit bisou. Mais on va pas plus loin. Chazé shalom. Nous, on n'est pas des réchaïm. Mais on est un peu cool. Ça va, on est traditionnaliste. Ça veut dire on fait des avérotes par tradition. Depuis des générations. C'est des juifs pratiquants. Ça veut dire on fait que ce qui est pratique. Dès que c'est pas pratique, on le fait pas. C'est pratique d'aller à la plage, on le fait. C'est pratique de mettre les tefilines de dimanche parce que il y a des croissants à la synagogue. C'est pratique. Ouais. Non. Faut pas être pratiquant. Ouais. Il faut être religieux. Religieux, c'est celui qui pratique avec sensibilité. Pratiquant, c'est celui qui pratique sans sensibilité. Ça s'appelle Misvot Anashim Melumada, le robot. Ouais. Donc dans cette logique-là, quand j'ai compris tout ce que je peux apporter et tout ce que je peux recevoir, ouais, de tous les partenariats qu'Hachem il a créés pour moi, si je suis un peu malin, alors je maintiens le mouvement. Comme ça, il a dit Albert. Albert, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, qui était d'une intelligence relative. Albert Einstein. C'est très rare que je précise, hein, mais comme je vois qu'il n'y a aucune réaction, donc c'est pas grave.
J'aurais pu enseigner un plat d'asperges. Alors, donc, je rigole. C'est beaucoup plus grave. Bon, donc l'idée, c'est quoi? C'est que Albert, il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. Un très très grand yesod. Ouais. Si un jour on a l'occasion, on fera un Shabbat plein avec 6 conférences sur ce sujet-là. Mais bon, je sais que vous n'avez pas le temps, il y a la DAF, il y a beaucoup de choses à assumer. Bon. Mais il faut avoir Bakashat HaChochma, il faut avoir la soif de la connaissance. Sinon, même ce que tu apprends, tu n'as rien compris. Donc, dans cette logique-là, Albert, il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. Parce que tout est en mouvement. Mais déjà, le Ramban, il a dit, donc il devait à Ramban, au début, il dit que, dans Bereshit, que quand Hachem, il a créé la matière, il a créé le temps. Le rapport entre le temps et la matière, c'est le mouvement. Parce que la vitesse, c'est le rapport kilomètre, matière, heure. Ça va? Le Zohar, il dit Adam Oler, un homme, il va. Oui, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Bechokotai, Telechu. Donc en vérité, la vie, c'est un mouvement. Même les goïms, ils disent qu'il faut être dans le move. Mais quel move? Le move des goïms, le move du Rav Cyril, du Rav David Guetta. Quel move? Ouais. Non, en vérité, le mouvement, c'est le temps qui est en mouvement autour de toi. C'est les gens qui se déplacent autour de toi. Et toi, il faut que tu arrives à fonctionner en profitant et en te préservant et en préservant le mouvement de l'autre. Donc quand tu fais du blocage, ferme ta gueule, tu me saoules, j'ai pas les nerfs, j'ai pas envie, j'aime pas, c'est pas bon, t'as grossi, t'es moche, tu fais du blocage, anti-mouvement. Le petit, il a triché, il a menti. Ouais, ça peut arriver. Il est au GAN, il a faim, il a pris le goûter de son copain. Bon, mais lui, il a organisé une vraie redistribution, un deal de transfert de tous les goûters qu'il a volés le matin. Tu as deux solutions. Soit tu le traites de voleur, soit tu lui dis, mon fils, pourquoi tu prends les goûters au GAN? T'as faim? Voilà, j'étais au cachère, j'ai acheté 64 goûters. Tous les matins, il y a 64 goûters, tu prends ce que tu veux. Tu as besoin d'en prendre un autre, de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Une erreur qu'il a produite, ouais, qui aurait pu être une occasion de blocage. Ouais. Parce que toi, aujourd'hui, il vole un œuf, tu le bloques. Il vole un œuf, vole un bœuf. Toi, tu en fais un mouvement. Ouais. Tu en fais une expérience. Tu en fais une leçon. Donc maintenant, pour la vie, c'est rentré dans sa tête. Pourquoi? Parce que tu as maintenu le mouvement. Jamais tu arrêtes. Ouais. Ben c'est pareil. Dans le couple, il faut jamais arrêter le mouvement. Toujours être dans une dynamique positive de dialogue, de communication, d'investissement, de remerciement, d'aller vers l'autre, de mettre en situation, de créer des opportunités. Il ne faut jamais s'arrêter. Les gens, je sais ce que vous allez dire. Écoutez, on est fatigué. D'accord? On a besoin de se reposer. C'est prévu. C'est prévu. C'est des endroits où tout le monde se repose. C'est marqué d'ailleurs. Ici repose. Ici repose. Ici repose. Tout le monde se repose. À la fin, on va tous se reposer. Mais le repos, c'est la mort. Et c'est normal. C'est dommage de mourir de son vivant. Rav Ovadia Yosef, vous avez entendu parler de lui? Ouais. Un jour, son fils, je ne sais pas lequel, Rabbi David, Rabbi Yitzhak, je ne sais pas, il l'appelle. Évidemment, comme d'habitude, Rav Ovadia, c'est un ordinateur. Donc, il a amené 84 chez Lot. Et il lui dit, voilà, papa, dans ce cas-là, trac, tac, psac, psac, psac. Il lui répond 80 chez l'autre. Et à la fin, le fils, il dit au père, bon, papa, à part ça, ça va? Le père, il lui dit, on n'est pas en vacances, mon fils. Allez, salut. C'est un peu brutal quand même. C'est un peu violent. C'est Rav Ovadia. C'est son fils. Vous me suivez ou non? On ne prend pas une Lamborghini de compétition pour aller acheter une baguette. Parce qu'au point mort, elle est à 110, imagine. Si tu passes la première, c'est du très lourd. Et toi, tu es le fils de Rav Ovadia. Donc, tu es adapté. Oui, mais quelqu'un pourrait le prendre mal. C'est comme les gens, quand tu leur parles d'eux, ils te disent, oui, mais quelque part... Je dis, bah, puisque vous me parlez toujours quelque part, ça ne vous dérange pas, on va aller quelque part. Puis on va en parler, puisque à chaque fois que vous êtes là, vous me parlez de quelque part. Ouais. Ou alors vous me dites, si j'étais l'avocat du diable, mais vous êtes le diable, quel rapport? Ouais. Bon, mais une question hypothétique, si ça arrivait ce genre de problème, je dis, vous me parlez de qui là? Vous me parlez de vous, alors parlez-moi de vous, ça ira plus vite. Parce que moi, quand je parle à toi,
Je peux t'aider, toi, contre ton Yetzirah, mais comme toi, tu me parles de quelqu'un d'autre d'hypothétique, donc toi, tu gères jamais, tu n'assumes pas, donc tu grandis pas. Ça fait partie du mouvement. Vous me suivez ou non? Question, réponse, problème, solution, situation, investissement, personne, confrontation. Chouma, ferme ta tête. Remise en cause, acceptation. Violence, Dieu est grand. Ouais. Chaque chose, il faut que tu t'adaptes. Maintenant, quand tu as commencé ce travail très jeune, alors c'est plus facile après dans ton couple. Et quand tu l'as fait dans ton couple, c'est plus facile avec les parents, avec les enfants. Parce que moi, les gens, ils viennent chez moi. Ah, mais chez Trit, voilà, j'ai des ados, c'est la grosse crise à la maison. Je dis, mais avant d'avoir des problèmes avec les enfants, vous avez des problèmes de couple. Ah, on n'est pas du tout d'accord. Moi, je dis, il faut être rigoureux. Ma femme, elle dit, il faut être cool. Ben, c'est normal, la main droite, la main gauche, Minatani, Minatari, mais il n'a toujours pas compris la dualité, le mec. Il croit qu'il faut deux hommes. Les gens qui ont essayé, bon, bah, d'abord, ils ne se reproduisent pas, et puis bon, ça va mousser. Hein. Si tout le monde utilise le mot, ça ne marchera jamais. D'accord? Donc, vous avez des problèmes de couple. Oui, bah, effectivement, on a des problèmes de couple, on a des problèmes de communication, on a des problèmes de compréhension. J'essaie de faire un accent pathos. Bon. Je dis à part ça, les deux, vous avez des problèmes personnels. Ah ben, elle n'a aucune confiance en elle. Donc, d'accord. Donc, quand tu parles d'elle, je sais que c'est toi qui n'as pas confiance en toi. Ouais. Donc, problème personnel, problème de couple, problème d'éducation. Mais ça, encore une fois, tu ne peux pas te rendre compte si tu n'as pas le recul. C'est ça le moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard est l'exercice d'utilisation d'une caméra extrêmement sophistiquée qui se place au-dessus de toi et qui te permet de projeter l'adulte en toi au-dessus de l'enfant. Là, je vous ai donné une définition. Hein. C'est compliqué si vous jouez avec votre téléphone en même temps, mais si vous écoutez bien, c'est pour ça que le cours est enregistré. Moi, je vous donne un conseil. Hein. Ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Le cours, il est enregistré. Je vais le mettre sur YouTube ce soir. Moi, je vous conseille, attendez 1 ou 2 jours, parce qu'il faut absorber la masse. Ouais. Parce que punching ball pendant 1 heure, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il a du mal. Et après, vous reprenez le cours en soirée. C'est pas Bitul Torah. Hein. Les gens me disent, oui, je peux pas, je suis au collège. Il faut marrer. Il fait 10 ans qu'il comprend rien, il croit qu'il est au collège. Il tournait pas juste pour pas que les livres se pourrissent. Ouais. Oui, pour s'aérer les yeux, parce que c'est marqué Va'er inenu betoratecha. Ouais. Et moi, je te donne une expérience de 50 ans. Bah, pour comprendre ça, il va falloir que tu étudies 54 fois Rav Dessler. En entier. Ouais. Une fois, j'étais à un Purim et on m'a demandé de parler. Et puis, il y avait des jeunes avrechim. Alors, ils ont commencé à s'exciter. Et puis, ils étaient à moitié bourrés. Il m'a dit non, c'est pas comme ça. Dans le chat, c'est pas ça. C'est pas écrit comme ça dans la Gemara. C'est pas. Alors, comme j'ai vu qu'il en restait 7-8% de conscience, je les ai attrapés les trois. Je dis regardez-moi bien dans les yeux. Ils avaient du mal. Regardez-moi bien. Ouais. Regardez, vous avez confiance? Ouais. J'aurais dit, écoutez-moi bien. Le chasse, c'est le début. T'as compris ou non? Prends le chasse, prends les sfarim, prends les pirouchim, prends les grands, prends le moussard, prends l'ashkafa, prends le pilpoul, travaille 15 ans, et après, on va commencer à discuter. Mais les gens, ils sont paresseux. Ils veulent pas se casser la tête. Ils veulent comme il y a le prêt-à-porter, ils veulent du prêt à penser. Mais le prêt à penser n'éduque pas. Ils ont fait le chat GPT de la Gemara. Comme les Gemarotes traduites, c'est bien, mais tu n'apprendras jamais à étudier. Parce que Enatora Niknit et la Bemi chez Memi Tatsmo Alea. Tu vas à des cours, tu apprends les mots. Ouais. Comment tu as appris le japonais? En écoutant des cours et en faisant Kaddish à la fin? Non, tu as pris ton dictionnaire et tu as mangé du chien pendant 10 ans. Et tu t'es cassé la tête. Et surtout, c'est quand tu te retrouves seul devant ta Gemara. Voilà, vous avez fait ce morceau. Allez, à demain. Asa Kadosh Baruch Hu, les Akotat d'Israël, les Fichar, nous, t'as mangé combien? T'as mangé Kazaït? Bon, je sais pas s'ils viennent pour manger ou pour étudier. Bon. Non, tu rentres chez toi à la maison, tu prends ta Gemara. On s'est arrêté ici, là, aux 2 points. Après, il y a un océan, la Chine. Tanoura banane. Tu te dis, où elle est la banane? Ouais. Et vas-y, tu te bats, tu te casses les dents. Tac, tac,
tu décortiques les mots, tu découpes, tu trouves la phrase, tu trouves la question, tu trouves la réponse, tu trouves le Rashi. Tu vois que le Rashi, il explique. Après, tu trouves le Tosfot, tu fais le Tosfot. Tu dis, ah là là, Tosfot, il a une question de folie sur Rashi. Après, tu relis bien le Rashi, tu vois que Rashi, il a répondu à la question de Tosfot. Tu dis, mince, le Magini Shlomo, d'ailleurs, il donne le diou qu'on fait dans Rashi pour comprendre que la question de Tosfot n'est pas une question parce que Rashi avait déjà répondu. On dirait que Rashi, il a écrit son pirouche après qu'il a lu la question de Tosfot. Ce qui est un phénomène, puisque c'était pas la même génération. Ouais. Mais c'est comme ça, parce que tu t'es cassé les dents. Ouais, exactement pareil. Ta femme, elle est là. Va lui parler. Ah non, c'est pas à moi de faire le premier pas. Je vais pas me rabaisser. Mon père, il a jamais fait d'effort. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Donc, tu vas casser tes midotes. Tu vas aller, tu vas parler, tu vas t'excuser, tu vas écouter. Elle va te raconter des lourdeurs. Aujourd'hui, j'ai rencontré Suzanne. Elle m'a dit que elle a refait sa coupe. Et tu écoutes. Après, elle te dit, j'ai pris 100 grammes. Je vais mourir. Où il est Dieu? Bon. Maintenant qu'elle a fini de parler, tu passes à l'étape supérieure. Tu sens que j'ai réfléchi sur ça et sur ça et sur ça. Ah, c'est vrai. Ah, elle te dit, ah, c'est vrai mon amour. Parce que la capacité d'écoute de l'autre, elle vient de ta capacité d'écoute à toi. C'est de la résonance. Si quelqu'un se confie à toi, c'est parce que toi, tu as été à l'écoute. Ouais. Et après, quand toi, tu as été capable de l'écouter, après, quand tu lui donneras des conseils, il t'écoutera. Et si tu dis non, écoute, j'ai compris ton truc, c'est pas la peine de me raconter les détails, je vais te répondre. Ben, bizarrement, le mec, il reçoit pas la réponse. De toute façon, Laura ne m'a même pas écouté, genre il a tout compris. En fait, il a tout compris. Mais il faut donner un crédit d'écoute pour avoir un crédit d'écoute. Et bien avec la femme, c'est pareil. Et en plus, avec le voisin, tu fais pas des enfants, alors qu'avec ta femme, oui. Je rappelle pour ceux qui sont pas au courant que la femme et l'homme ont la même neshama. Vous êtes au courant? Non? Bon, toi, je sais que tu es au courant. Ouais. Vous avez compris ou non? C'est la même neshama qu'on a coupée en deux. Non, je crois pas que vous avez compris. Non, vous avez compris l'information. Ouais. Mais vous n'avez pas compris les implications de cette information. Bah oui, parce que les parents et les enfants n'ont pas la même neshama. Le rav et les élèves n'ont pas la même neshama. Les amis et les ennemis n'ont pas la même neshama. Jean-Marie et Jordan n'ont pas la même neshama. D'accord? Comme dit Jean-Luc, ne mélangeons pas tout. D'accord? Mais l'homme et la femme ont la même neshama. Ça veut dire que tout ton projet de devenir, d'exister, de te réaliser, de faire toutes les mitzvot, de faire le tikkun de ta neshama, tout ça, c'est extraordinaire. Kol hakavod. Imagine, tu l'as fait. Tu arrives là-haut, tu as fini le 1683 fois, tu as formé 80 000 talmidim, tu étais Ram Aponiovic, tu as écrit 40 sfarim. Tu arrives là-haut, tu dis, bon, allez, on y va. Alors, où il est mon lamaba? Est-ce qu'il y a un petit prospectus de présentation? Hachem, il dit, il faut la Achelek Hasheni. Où est la deuxième moitié? Qui est la chifra de Warzazat que j'ai laissée en bas? Qui est la serpillière vivante? La bobonne, la boniche? Botaï, si tu n'as pas participé à l'épanouissement de ta femme, il manque la moitié du travail. Mais si tu l'as carrément détruite, c'est les deux moitiés qui me manquent. Tu peux manger du cochon. C'est pour ça qu'ils mangent du bacon, parce qu'on leur dit tous les matins, mais tu béconnes ou quoi? Donc ça veut dire que toi, tu as une mitzvah de faire exister ta femme. Tu dis, mais j'ai pas que ça à foutre, elle comprend rien, elle est khmara. Toi, tu es fort dans le travail, mais tu es nul dans la vie. Elle est forte dans la vie. C'est pas grave si elle est nulle dans le travail. C'est pas grave. Ouais. Toi, tu es ingénieur, elle est d'ingénieur. Mais dans de la même manière, tu dois faire exister tes enfants. Et tu dois faire exister tes élèves. Et tu dois encourager tes employés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui. Et les clients à donner le meilleur d'eux-mêmes. Toute la vie, c'est comme ça. En fait, on passe notre vie à provoquer des potentiels et à développer des potentiels sur le modèle d'Hachem qui développe des potentiels. Donc si c'est ça, alors c'est marqué juste après. Vegalou ve'adoua lifnei mi she'amar vayeolam, et dévoilé et connu devant celui qui a dit que le monde soit. She'aben mitiare miavev yoter mimo, que l'enfant craint plus son père que sa mère. Mitiare, c'est ira. Que l'enfant, il craint plus son
père que sa mère. Pourquoi? Parce que le père lui donne la Torah. Non, la Torah. Oui, le mot Torah et le mot Trecha se ressemblent. Parce qu'il y a des gens pour qui la Torah, c'est vraiment une Trecha. La seule différence, c'est que dans Trecha, on prononce le H. Alors que dans Torah, il est aspiré. C'est pour ça que les gens qui ont une Torah Trecha sont obligés d'aspirer du H. Pour compenser. Ça va loin. Hein. Et si vraiment tu n'as pas réussi à leur fixer une ligne, ils vont se la fixer eux-mêmes et y aspirer sous prétexte qu'elle est blanche. L'idée, elle est là. L'idée, elle est que, ce qu'il dit le Khatam Sofer, que si quelqu'un, quand il étudie avec son fils, il angoisse, il engueule, tu comprends rien, je paye 400 € par mois, t'es pas capable de refaire la Mishnah, il vaut mieux qu'il lui enseigne pas. Il vaut mieux. Tu dis, ouais, mais attends, c'est une mitzvah, velimat temotam, laisse tomber. Parce que là, pour l'instant, tu es en train de lui apprendre la haine de la Torah. Il attend rien que la fin de la conversation, après la fin de la chavruta, après la fin de l'école, après la fin de l'âge, et après la fin de la religion. Après, tu dis, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? 18 ans d'école juive, la première Goya, la première. Il a fait une croix sur son judaïsme. En plus, Christine Bokobza, ça la fout mal. On lui a dit, change le nom. Elle a dit non. Elle s'appelle Christine. C'est pour la vie. À Boutaï, c'est pas shoot. Que nous sommes les accompagnateurs. Et on sait que dedans, il y a un Yetzara, un Yetzeratov. Maintenant, si toi, au lieu d'armer le moi qui va lutter contre le Yetzerara, ouais, tu casses le moi, donc tu encourages le Yetzerara. Parce que d'où il va trouver la force de lutter contre son Yetzerara, puisque toi, tu n'arrives même pas à lutter contre le tien, de ne pas le casser. Donc ça veut dire que maintenant, l'enfant, il devient une opportunité pour le père. Donc il faut arrêter de croire qu'on ait une chance pour eux. En fait, c'est eux qui sont une chance pour nous. J'ai expliqué déjà ça. Tout ce que tu n'as pas traité en tant que célibataire, tu l'épouses. Je vous mes avec Zivugim. Donc bizarrement, ta femme, elle est complémentaire. Genre, t'es un menteur, tu épouses une femme qui ne ment jamais ou qui ment plus que toi, la mort. Toi, le grand radin qui a réussi à économiser 187 000 €, tu tombes sur la Latoftofa, une capacité de dépense. Même la carte bleue, elle est devenue rouge. Tu dis, mais comment c'est possible? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais à quoi ça sert? Mais t'en as pas besoin. Mais t'as déjà 75 paires de chaussures. C'est comme ça. C'est comme ça que j'existe. Je suis une excroissance de magasin. Ouais. Bon. Pourquoi t'es tombé sur ça? Tikkun. On te le dit, Tikkun ou quoi? D'accord? Mais c'est ça. Parce que là, donc tu épouses ce que tu n'as pas réglé en tant que célibataire. Alors après, il y a le Shalom Bayit. Et là, vous travaillez. Et comme vous travaillez, ce que vous travaillez, ça s'inscrit dans votre personne. Et dans votre personne, ça s'inscrit dans votre pensée. Et la pensée, c'est le constituant majoritaire de la semence. Et la semence, elle sort chez l'enfant. Voilà. Après, tu regardes le gosse. Tu dis, mais d'où il sort ce Brel? D'où il sort? Tu sais d'où il sort? Parce que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est un professeur anglais, professeur de botanique. Il a dit, les pommiers font des pommes, les poiriers font des pois, et les khmariers, ils font des khmar. Tu dis, mais c'est angoissant. Mais c'est logique. Regarde, même chez les goïms, tu prends un professeur de mathématiques avec une agrégée de physique, le gosse, il a un QI de malade. Tu prends une alcoolique avec un paysan, ouais, et un junkie avec une prostituée, tu as vu le QI du gosse. C'est la génétique. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc si on est des malins, on a un choix Rabbi Shimon Bar Yochai, on a un choix Chra de premier ordre. Réfléchis. Maintenant, encore une fois, tu peux tricher avec les comportements, tu peux tricher dans les rapports, tu peux accuser l'autre de tous tes problèmes, mais tu ne peux pas tricher avec la semence. C'est l'ADN. C'est l'ADN, Rabotai. L'ADN, c'est Aleph, Dalet, Nun, avec le Yud de la Chorma. Adonai. Il n'y a pas où aller, il n'y a pas. Adonakol. Tu dis, non mais je vais t'expliquer. Tu recommences.
tu vas encore expliquer, encore donner des raisons. Oui. Donc vous avez compris ça. Il faut être dans cette dynamique perpétuelle de moussard, de travail sur soi, de remise en cause, d'évolution, d'affinement de ses qualités, pour être capable, en maturité, d'aborder chaque situation et de s'en servir comme un levier évolutif, plutôt que comme un justificatif de tes erreurs. Donc on a dit que l'enfant, il craint plus son père que sa mère. Pourquoi? Elle dit la Gemara, Mipnei chez Melamdo Torah, parce que le père lui enseigne la Torah. Déjà, c'est très très intéressant. Ouais, c'est un aspect que Françoise Dolto n'avait pas imaginé. Bon, de l'autre côté, son fils est Carlos, donc tu as bien compris que tu sens qu'il manque un truc. Ouais, mais l'idée, c'est quoi? C'est que Melamdo Torah, ouais, ça veut dire que le père, c'est le rave du fils. Maintenant, qu'est-ce que c'est un rave? Un chapeau, une barbe, un carnet de serfa? Non. Un rave, c'est quelqu'un, premièrement, qui contient la Torah. Deuxièmement, qui étudie la Torah. Troisièmement, qui a une perpétuité existentielle. Parce que s'il te fait un cours sur la colère et le lendemain il s'énerve, s'il te fait un cours sur le bitachon, il te dit il faut que tu m'aides à acheter la Porsche, tu sens qu'il y a un problème de cohérence. Ouais. Donc, le rave, c'est vérité, perpétuité, aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans. Ouais. Moi, les gens ils viennent me voir, ils me disent écoutez, Ramen Chetrit, j'étais il y a 22 ans à votre cours, mais je me rappelle de cette phrase que vous disiez il faut avoir de la perpétuité, parce que tu es un repère. Et ensuite, la stabilité. Stabilité émotionnelle, stabilité comportementale. Pas les crises, les nerfs, l'hypersensibilité, la susceptibilité, la vexation. C'est honteux, ta vie m'a pas fait kavod. Quand tu vois des montagnes de la Torah qui font pas attention à leur kavod, et des cintres, parce qu'ils portent le vêtement de la Torah, comme des cintres, et qui se vexent, tu dis, il y a un problème. Vous me suivez ou non? Mais pour ça, il faut côtoyer des géants. Et pour savoir que c'est des géants, il faut étudier la Torah. C'est quand tu t'es bien cassé la tête sur une Gemara, sur 3, 4, 5, 10 sujets bien, et que tu rencontres quelqu'un, et que tu vois qu'il est bien, dans toutes les sougiotes de tout le Talmud, on se rend compte que Rav Rebibo, Rav Shimon Biton, on pouvait les interroger sur n'importe quel sujet de la Gemara, ils connaissaient le Rov des Rishonim par cœur. Maintenant, c'est pas le fait de voir ça. Moi, en vérité, ça m'impressionne pas. Moi, c'est d'imaginer la montagne de travail qu'il a fallu pour arriver à ça. Une fois, on était à la montagne, avec la famille et tout, et je vois la femme de Rav Rebibo. Alors moi, je fais kavod à la femme comme au mari, parce que comment le mari est devenu grâce à sa femme. Donc je vais la voir, je dis, ah Madame Rebibo, comment allez-vous et tout ça? Votre mari, il est là? Parce qu'on ne le voit pas dans la station. Ah, elle me dit, non, il est toute la journée dans sa chambre. Je dis, ah bon, il est dépressif? Elle me dit, non. C'est qu'en fait, comme avec le consistoire, il a beaucoup de questions, donc il profite des vacances pour étudier les sujets qu'il ne peut pas étudier pendant l'année. Après, j'ai une question un peu chutzpah comme ça. Tu sais, moi, je suis un peu un malade mental. Je lui dis, mais comment il est devenu Rav Rebibo? Il me dit, Yana ou là? Elle m'a dit, je ne l'ai pas vu pendant 9 ans. À l'écoute, il partait le matin, il rentrait le soir, je ne l'ai pas vu. Toute la Shita Mekubetset, il la connaît par cœur. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la Shita Mekubetset. Non? Et ouais, il faut sortir un peu. Il n'y a pas que Netflix dans la vie. Ouais. La Shita Mekubetset, c'est un recueil de commentaires du Moyen-Âge. Bon. Eh bien, c'est une série de livres comme ça, avec tous les principaux commentaires. Ok. Bon. Eh bien, il le connaissait entier par cœur. Par cœur, la Shita Mekubetset. Mais tu ne penses même pas l'apprendre. Même un passage, tu dis, tiens, je vais apprendre le Rashba sur la Sugia de
de Kiboud Avaim. Non, tu sais que c'est marqué là-bas, tu vas pas l'apprendre par cœur, quoi, ça sert. Par cœur. Mot à mot. Tu sais, quand ils sont arrivés à Shanghai là-bas, ils ont tout déplacé vite fait de Mir et tout. Ils sont arrivés là-bas, ils ont sorti un Rajba. Il manquait la première page. Bon, ils ont été voir, je crois, Ravi Rouham ou je sais plus qui. Il leur a dit prenez un stylo, il leur a dicté la première page du Rajba par cœur. C'est pareil, tu dis mais ça sert à quoi? Moi, tu veux, je te dis, une observation personnelle, ça n'engage que moi. Au pire, j'ai raison. Hein. C'est qu'il n'a pas appris par cœur. Il la connaissait par cœur. Il a intégré, c'est fini, il est là. Il est là. Il y a le disque dur. Bon, c'est un gros disque dur, la vérité. Ouais. Mais l'idée, c'est que toute la vie, tu vas rencontrer des gens, tu vas vivre des événements. Et ton projet, ça sera de devenir grâce à ça. Et ça, c'est la lecture du Moussard, ouais, qui doit t'accompagner toute ta vie. Évidemment que la majorité, c'est l'étude, la Gemara, la Halacha, le Chumash, la Mishnah. Mais tu as besoin de ça. Parce que s'il n'y a pas le Moussard, donc ta Torah n'est pas imprégnée de Yirat Shamayim. Et quand la Torah n'est pas imprégnée de Yirat Shamayim, on ne sait pas où ça peut se terminer. Il y avait un cas comme ça. Il avait 9 enfants religieux. Il avait pratiquement toutes les smichot. Et un jour, il a dit, bon, pour la parnassa, je vais faire un diplôme en philosophie. Il a commencé, il s'est inscrit. Il a commencé à étudier la philo. Et puis là-bas, à la fac, il a rencontré quelqu'un. Et puis, il a laissé sa femme et ses enfants. Et il a laissé tomber les mitzvot. Et il a épousé la fille, qui était déjà mariée. Il a fait genre, glad kacher, la vera, la méadrine. Encore une fois, c'est pas le choc. Tu dis, waouh, comment c'est possible? Moi, je m'en fous de ça. Moi, je peux comprendre. Chacun, kol agadol michavero, yitzro godel imeno. Tout le monde a du Yetzirara. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que s'il a pu passer de l'un à l'autre avec une telle facilité, c'est que la première, elle n'était pas tellement imprégnée, en fait. Vous me suivez ou non? C'est que sa Torah, elle n'était pas nature. Elle n'était pas une nature. Parce qu'une nature, c'est comme si tu prends un tigre et tu le gardes 10 ans et tu lui parles et tu lui expliques et tu lui montres des tableaux et tu lui fais des schémas et tu lui montres les lettres. Et à la fin, tu lui dis, écris un poème. Tu te débrouilles avec des signes, avec des morceaux de viande. Il ne va pas l'écrire. Non. Parce que ce n'est pas sa nature. Ça va? Or, le Rav Yerucham, il dit, Kol avoda, zélé à faire, yedia la teva. Le but de l'homme, c'est de transformer une connaissance en nature. Donc, à la fin, tu vas pas voler. Pas parce que c'est marqué que c'est un sourd de voler. Pas parce que tes parents ils t'ont dit que c'est pas bien de voler. Pas parce que la société, si elle t'attrape parce que tu as volé. Non, parce que tu peux pas voler. Tu as tellement travaillé, tu as tellement pratiqué, tu as tellement réfléchi, tu as tellement intégré, ta nature, elle peut pas voler. T'as compris ou non? C'est pareil. Toi, tu mets les téfilines. Bon, tu les mets, bon, tu les sors, tu les mets, bon, tu vérifies tes emails et tout ça, c'est normal. Bon. Tu dis non, maintenant, je vais mettre les téfilines. Maintenant, quand tu les mets avec la kavana de tout ton cœur, les shem yichud kutsha berichu, et avec la joie de pouvoir mettre les téfilines, parce que là-bas, à Auschwitz, ils n'avaient pas de téfilines. Et toi, tu as des téfilines. Là-bas, dans les souterrains, le mec, il n'avait pas de téfilines. Il a mis avec une ficelle pour pas oublier de mettre les téfilines. Parce qu'il voulait mettre les téfilines. Quand tu mets les téfilines comme ça, ouais, tu peux pas arriver et tu dis, oh, j'ai oublié de mettre les téfilines. Comment tu as oublié? Vous avez compris ou non? J'avais la tête ailleurs. C'est un truc qui a démarré avec Louis XVI. Tu peux après insulter ta femme. Excuse-moi, ça m'a échappé. Ah bon, t'as des trucs qui sortent de ta bouche comme ça. J'ai pas réfléchi. Ah bon, alors pourquoi t'as un cerveau? Les mots ont dépassé ma pensée. T'as un problème de dyslexie. Ouais. Après, tu dis, je n'étais pas moi-même. En plus, t'es schizophrène. Oui, mais des fois, j'ai des intentions pourries dedans. Ah, t'es bipolaire. Et ouais, c'est pas une teshuva qu'il te faut, ça. C'est un internement. Ah, bataille, c'est pas shoot. Ouais. Que quand on te dit que l'enfant,
il va craindre son père, pas parce qu'il le frappe, parce qu'il crie, parce que c'est la terreur. Ouais, non, parce qu'il lui enseigne la Torah. C'est-à-dire que on a dit tout à l'heure, l'amour, c'est la résonance du respect, vous vous rappelez ou non? Et le respect, c'est la résonance de l'amour. Et bien, l'autorité, c'est la résonance de la crainte, et la crainte, c'est la résonance de l'autorité. Maintenant, un rave, tu le crains pas, mais tu le respectes, parce que tu as vu la chorma. Vous me suivez ou non? Moi, moi, ça me tuait, parce que des fois, j'accompagnais Rav Eman et tout ça. Bon, vous savez que c'est un sommet de la Torah, Rav Eman. Il a une tête de malade, ouais. Et ben, je voyais des gens qui lui tapaient dans le dos. Daniel, comment ça va? Tu veux un café? Et moi, j'étais choqué. J'ai dit, mais ils sont fous. Ils sont fous. C'est que moi, je pouvais passer 1 heure devant sa porte en me disant, est-ce que la question que je vais lui poser, c'est pour avoir la réponse ou pour qu'il remarque que j'ai un truc dans la tête? Et à la fin, je disais, tu sais quoi? Je ne lui pose pas la question, et bisroute que je ne lui ai pas posé la question, Dieu va m'envoyer la réponse. Et j'avais la réponse. Parce que c'est un respect. Quand tu vois un gars qui connaît la moitié du chasse par cœur, il a de la béquillou de Youn. Vous avez compris ou non? C'est des milliers de yesodot. C'est qu'il a fait toutes les mishnayot en svara. C'est-à-dire qu'il a fait tout le chasse mishnayot en réfléchissant. Alors va dans Taharot, va dans Maasrot, trouver la svara. Ouais, que quand il y a un arpent de terre avec seulement le coin qui a été développé, c'est quoi la svara? Quand dans Choulin, il y a un trou dans le Courquevan, c'est quoi la svara? Il n'y a pas de svara, il y a un trou. Ben, c'est troué, c'est taref, parce qu'il y a un clou. Ouais. C'est quoi la svara? Tu fais tout chasse avec la svara, ton compte. Donc, tu ne peux pas faire le kavod à quelqu'un quand tu n'es pas impressionné par la personne, par la chorma, par les midot. De la même manière, tu ne peux pas être impressionné par Dieu et tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne connais pas la valeur de Dieu. Les gens disent, bon, Hachem, אנחנו חרדים, לומדים בבוקר, כל הכבוד, אוכלים רב רוטנברג, רב כץ, ממש כשר, הולכים לנתניה, אבל לא לכל מקום, אוכלים פלאפל, זה מנהג אבותינו, מתוניס כבר, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que tu as compris que l'ilmod ou le lamed, l'ishmor, vela asot. C'est des étapes. Je vous donne le secret. On met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. Ça s'appelle Vayadarta. On met des années à comprendre ce qu'on sait. On met des années à intégrer ce qu'on a compris. Et on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Je sais que ça fait un petit peu exagération, mais ce process-là, d'accord, c'est ça, Hachav Alev, va Hashevota Levavecha. Et c'est ça qui dit le Rabbi Yerucham Halevi, que ça devient ta nature. Maintenant, l'enfant, c'est de la pâte à modeler, il est là devant toi. Ouais. L'enfant, c'est de la farine, il est là devant toi. Tu peux mettre de l'huile, tu peux mettre du sucre, tu peux faire de la pâte, tu peux rajouter des raisins secs, vas-y, fais-le. Après, on va cuire. Après, c'est fini. Le process, il est terminé. On ne peut plus rien faire. Il est cuit. On dit, l'affaire est cuite. Ouais. Mais avant ça, vas-y. Installe. Comme les parents me disent, oui, mais vous comprenez, il ne m'écoute pas, il ne veut pas. Un enfant, c'est un ordinateur. Il vient, il n'y a que Windows. C'est une fenêtre ouverte sur la vie. Ouais. Et toi, tu installes des logiciels. Toujours, je donne cet exemple parce qu'il est facile à comprendre. Il y a un gars, bon, j'envoie des programmes, moi, toute la journée. Bon, ils sont gratuits, c'est peut-être pour ça que les gens les prennent, mais... Bon, mais il faut les faire, hein. C'est pas des mezuzot. Donc, dans le programme, il y a des fichiers Word. Alors le mec, il m'appelle, il me dit, écoutez, Rav, écoutez, je suis bien d'accord de faire les efforts, de faire le travail, mais j'arrive pas à ouvrir les fichiers. Je dis, mais vous cliquez dessus, ça s'ouvre? Il me dit, non, ça s'ouvre pas. Je dis, après, je pose la question la plus débile. Vous avez Word? Il me dit non. Parce que c'est payant. Je dis, mais de quelle ville du Maroc tu viens, toi? D'accord? Donc, Word, excusez-moi, hein, c'est d'office. Maintenant, quand tu as Word dans ton ordinateur, c'est un truc débile, hein, et que tu reçois un fichier, tu cliques, il s'ouvre. Mais c'est un ridouche.
Vous avez compris ou non? Parce qu'un fichier, c'est quoi? C'est une situation qui est désagréable. C'est pour ça que ça s'appelle fichier. C'est un fichier, mais informatique, hein, au vol. Donc, il y a une situation fichier, colère. Mais toi, tu as installé le logiciel patience. Tu ouvres tranquille le fichier. Vous me suivez ou non? Toi, il vient un fichier, situation ambiguë. Mais toi, tu as installé le logiciel Les Caves de Route. Ça passe crème. Vous me suivez ou non? Donc, toi, quand tu installes à l'enfant avec des histoires, avec de l'imoud, avec des discussions, avec ton comportement, avec ta façon d'être, avec ta perpétuité existentielle, tu lui installes les fichiers. Quand il part, il se marie et il s'en va, il est avec les fichiers. Mais toi, non. Au lieu de lui installer les fichiers, tu l'as fichier. Alors, c'est pas comme ça. C'est honteux, pas capable. Ça veut dire que tu comprends rien, mais t'es brêle. Mais t'es débile ou quoi? Mais ça veut dire quoi de frapper ton frère? Il te regarde comme ça, genre paralysé. Le lapin devant la Mercedes. Tu dois réfléchir, mais pourquoi il frappe? Pourquoi il est violent? Pourquoi il crie? Pourquoi il dit des gros mots? Achète un miroir, installe des caméras, regarde ta gueule, je sais pas. Rien ne se crie, rien ne se perd, tout se transforme. T'as toujours pas compris? C'est pas une loi physique, c'est une loi psychologique. Ouais. Donc, encore une fois, ici la Torah, elle a dit que le père, c'est un enseignant, mais l'âme Torah. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu vas lui apprendre la Mishnah, tu vas lui apprendre la Gemara, tu vas lui apprendre la rigueur, tu vas lui apprendre la concentration, tu vas lui apprendre les efforts. Vas-y, relis encore une fois. Vas-y, relis le Tosfot. Après, tu vas lui poser la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tu te donnes 50 € si tu trouves le pshat. Oh, tu trouves le pshat. Là, il est content. Tu vas lui apprendre la joie, la satisfaction de réussir. Donc, tu vas lui apprendre l'attachement, tu vas lui apprendre la finesse de la sagesse. En fait, tu es un enseignant. Le père, c'est un enseignant. Vous me suivez ou non? Ah, tu vas dire ici, le père, il est à Maharet. Il n'a pas étudié. Mais on est tous enseignants de quelque part. Ouais. Toi, tu es très honnête. Tu es un enseignement de... Toi, tu fais un grand kavod à la femme, on a dit. Tu es un enseignant du kavod. Toi, tu dis jamais un mot qui est faux. Jamais. Ouais. Toi, tu es d'une une honnêteté. Moi, je me rappelle mon père. Si la caissière s'était trompée d'1 franc, il reprenait le métro, il retournait au bon marché. C'était de l'autre côté de Paris pour rendre 1 franc à la caissière. Parce qu'il savait qu'on allait lui prendre de sa caisse. Il dit, mais ça sert à rien. Et il était manutentionnaire pendant des années pour pas être Mechalel Shabbat, parce que c'était la seule manière de trouver un travail où il n'y a pas le Chilul Shabbat. Tous les autres, ils ont dit, allez, c'est bon, on va faire les magasins, on va faire... Ah ben, le Shabbat, elle va pas fermer le Shabbat, c'est le meilleur jour. Et c'est marqué dans le calendrier, Yachar la Gaïnam, alors. T'es obligé, ouais. Ils se sont sacrifiés. C'est grâce à ça qu'on a eu des mérites, nous. Nous, on croit qu'on fait du bien. En fait, on ne marche que sur les tapis roulants qui ont été installés par les ancêtres. La question, c'est est-ce que nos enfants, ils vont marcher sur les tapis roulants qu'on est en train d'installer? C'est ça l'idée. Donc, on a compris qu'en fait, l'autorité, c'est la résonance de la crainte. La crainte, c'est la résonance de l'autorité. Donc, quand la Torah, elle dit « Ish imo ve'aviv tiraou », pourquoi dans la crainte, la Torah, elle a mis la mère en priorité? Parce que la mère, c'est la copine. La mère, c'est le compromis. La mère, c'est les arrangements. Donc, comme la mère, elle est copine, elle a du mal à avoir de l'autorité. Donc, elle a du mal à être crainte par l'enfant. Donc, la Torah, elle dit à l'enfant, crains ta mère, en priorité. Ish imo ve'aviv tiraou. Donc, la Torah, elle oblige l'enfant à craindre la mère en priorité. D'accord? Maintenant, en même temps, elle aide la mère à faire preuve d'autorité, puisque l'autorité, c'est la résonance de la crainte. Donc, l'enfant, en craignant sa mère, parce que la Torah l'a dit, elle va aider la mère à faire preuve d'autorité. C'est bon? C'est pour ça qu'on a mis la crainte de la mère en priorité. D'accord. Maintenant, si on prend encore du recul, on a dit que l'amour entraîne le kavod entraîne l'amour. La crainte entraîne l'autorité entraîne la crainte. D'accord. Maintenant, chez la personne, il y a deux parties. Il y a la partie, le mental, le rigide. Comme le cerveau, il y a une partie mathématique, une partie philosophique. Bon, il y a le cœur et il y a la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ouais.
Les Chachamim, ils disent Adam, Chovshi Bedimyono, Ve'asur Bemuskalo. Un homme, il est libre dans son imagination, mais il est enfermé dans son cerveau, parce que le cerveau, il structure. Maintenant, Yaakov, c'est le descendant de Avraham et Yitzhak. Vous êtes au courant. Ouais. Maintenant, Avraham, il était majoritaire chesed. Mais il avait de la rigueur en lui. Mais Yitzhak, il était majoritaire rigueur. Mais il avait du chesed en lui. Donc imaginez que les deux, ils étaient 80-80 et 20-20. Et Yaakov, il est quoi? Emet, Tiferet. Et c'est quoi le Emet? C'est l'équilibre entre la rigueur et le chesed. Maintenant, si on dit que l'émotionnel, c'est la projection du chesed, et que la rigueur, c'est l'intellectuel, c'est la projection de la rigueur, parce que la rigueur, elle est structurante au niveau intellectuel. L'émotionnel, il est le scanner qui permet de ressentir l'intériorité des choses. Ça veut dire que le père et la mère, on va avoir un rôle à jouer. Maintenant, puisque c'est marqué que l'enfant respecte plus sa mère que son père, et qu'on a dit que le respect, c'est la résonance de l'amour, donc la Torah nous a donné un enseignement que la mère donne plus d'amour. Ça va? Donc on va lire dans la Gemara que dans le comportement global de la mère, il y a 70% d'amour. Mais il y a aussi 30% de rigueur. Et comme on l'a vu que le père, l'enfant, il craint plus le père que la mère, et que la crainte de l'enfant, c'est la résonance de l'autorité, donc on va dire que dans son comportement, le père, il a 70% d'autorité. Vous me suivez toujours? Puisque la résonance, elle est majoritaire au niveau de la crainte. Donc ça veut dire qu'il y a plus de l'autorité. Donc ça veut dire qu'il y a plus de crainte. Vous me suivez ou non? 4 x 3, 3 x 4. Oui. Maintenant, quand on a un père et une mère, eh ben, à l'intérieur de soi, on a dit on a un cœur et on a un cerveau. Donc maintenant, la rigueur qui va être nécessaire pour donner la structure à l'enfant, elle est la projection de l'influence et de l'éclairage du père sur l'enfant, même si c'est une fille. Par contre, le côté émotionnel, créativité, initiative, il vient de l'amour de la mère. Parce que l'amour, il laisse un espace de réalisation que la rigueur, non. Par contre, la rigueur, elle donne une direction, elle donne une structure, elle donne un équilibre que l'amour ne peut pas faire. C'est pour ça que tous les artistes qui ont beaucoup développé la sensibilité, ils ont besoin d'un manager. Parce qu'ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Par contre, le mec qui a toute sa vie a été un exécutant, bon, bah, il a une force technique d'application, mais il n'a aucune initiative. Parce que son moi émotionnel n'a pas été développé puisqu'il a été avec un père colonel de l'armée et une maman professeur de Krav Maga pour les commandos. Donc le gars, il a été hyper structuré. À droite, à gauche, lève la tête, mange, recrache, va dormir, pipi, coucher, tu marches, l'école, restitue, absorbe, revient, mange, prend la douche, va dormir. C'est normal qu'il fasse pipi au lit, le mec. C'est le seul moment où il se lâche. Donc un enfant qui a eu deux pères, encore une fois, un père-père et une mère-mère, donc il est tellement structuré qu'il n'a aucune initiative. Donc c'est un mec à 30 ans, on lui dit « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Il dit « Je ne sais pas. Demandez à mon père. » Ok. Et l'autre qui a eu deux mères, « Mon chéri, mon cœur, ma vie, qui est beau, c'est toi le plus beau, fais ce que tu as à faire, personne ne doit t'empêcher, laisse parler ta sensibilité. » Il va être l'artiste, mais au niveau décision, il n'arrive pas. Je sais pas. J'arrive pas à décider, je sais pas. On fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu peux décider à ma place, mais t'en fais pas, je prends que 20%. D'accord? Donc on a compris que l'enfant, il a besoin d'un père et d'une mère. Ça va? Bon, maintenant je vais dire la vérité. Parce que je ne peux pas mentir comme ça indéfiniment. À l'époque, il y a une quarantaine d'années, j'avais un élève. Et cet élève, il était en chidour. Et la fille, elle avait une vraie personnalité. En fait, c'était un mec. Et sa mère, c'était pareil. Et ses sœurs, c'était pareil. En fait, chez eux, toutes les femmes étaient des mecs. Et par compensation, tous les mecs étaient des femmes. Maintenant, ça ne dérangeait pas. Ça leur faisait plaisir. Tout est pris en main. Ils travaillent, ils viennent. Tout est prêt, tout est truqué. Qui c'est qui décide? C'est demande à maman, demande à maman. Bon. Et moi, la vérité, dans ma jeunesse, dans mon immaturité intellectuelle, je
Je lui dis, mais non, il ne faut pas te laisser faire, parce que comment elle va t'admirer si elle te voit comme une serpillière, il faut que tu sois fort, il faut que tu décides, il faut que tu prennes des choix, il faut que tu assumes, il faut que... Et j'ai parlé à l'époque avec Rav Samuel. Alain Samuel, vous le connaissez, non? C'est un sadique. Une fois, j'étais dans la yeshiva, dans sa yeshiva, il m'a demandé de parler. J'ai parlé pendant un quart d'heure, j'ai parlé 1 heure, et j'ai pris 10 minutes, j'ai parlé de lui. J'ai dit tellement il est grand, tellement il est fort, tellement il est... C'était un livre de Moussard vivant. Après, j'ai été le voir et tout, il m'a dit, c'est la première fois de ma vie que j'entends mon espèce de mon vivant. Bon, c'est de l'humour ashkénaze, vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'êtes pas né du bon côté de la Méditerranée. Mais l'idée, c'est ça. C'est que je lui ai demandé, Rav, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il m'a mis une tréha, avec beaucoup d'amour. Il m'a dit, Ria, ce que tu dis, c'est magnifique. C'est un modèle, genre l'homme, la femme. Il m'a dit, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est même rare. Pourquoi? Parce que la femme, grâce à Dieu, elle a besoin de beaucoup d'argent. Donc, il faut que l'homme travaille beaucoup. Comme il travaille beaucoup, il est patron. Comme il est patron, ses employés et ses clients, c'est des enfants. Donc, comme il a fait le père toute la journée, quand il rentre à la maison, il est fatigué d'être le père. Donc, il se met dans le canapé et il s'éteint. Voilà. D'ailleurs, le petit, il dit, papa, maman, papa, il est mort. Non, regarde, il y a un doigt qui bouge. Mec. Maintenant, comme le père, il n'est pas là, du coup, la mère, elle est obligée de compenser. Du coup, elle fait le rôle du père et de la mère. Maintenant, le problème, c'est que quand la mère fait le père, ça fait une mère-père. Maintenant, comme elle est très dure, parce qu'elle est obligée de faire le père, parce que le père ne fait pas son rôle de père, le père, en voyant que la mère, elle est dure, il veut compenser. Donc, du coup, il fait la mère. Il dit, allez, c'est pas grave, laissez tranquille. Ben, ils se couchent quand ils veulent. Et ben, de toute façon, tu crois que c'est... Moi, j'ai pas fait d'études. Voilà, j'ai 64 magasins. Alors, ouais. Attends, pourquoi tu les pousses à faire? Alors quoi, moi, je le pousse à bosser, toi, tu pousses à glander. Ouais. C'est votre quotidien, vous connaissez. Ouais, d'accord. Donc, non, c'est intéressant. Ça veut dire que maintenant, il y a une inversion des rôles. Du coup, la mère, comme elle a vu la nonchalance du père, elle a fait le père. Et le père, quand il a vu la rigueur de la mère, il a fait la mère. Donc, ça fait une mère-père et un père-mère. Ambigu. Bah oui, parce que quand tu trouves la tendresse au masculin, tu pourrais te tenter de penser que c'est de là-bas qu'il faut trouver la tendresse. C'est pas grave. C'est une image, hein. La réalité est bien plus grave. Mais l'idée, c'est ça. C'est comment la chorma de la Torah, qu'elle a dit qu'il y a un père et qu'il y a une mère. Et que c'est important que l'enfant, il ait un père et une mère. Mais vous avez bien compris que le père, pour devenir père, il a fait son travail pour devenir père. Or, tout le monde sait qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut que tu éduques l'enfant qui est en toi. Donc, les 20 ans de moussard que tu as fait pour gérer le gamin qui est en toi, la tête dure, le manque de souplesse intellectuelle, émotionnelle, l'incapacité à te remettre en cause, la psychorigidité, ça, c'est l'éducation de l'enfant qui est en toi. Et c'est normal, puisque Katanen Bodad, Vegadolo Medal Gabav. Parce que toi, tu dois être un Gever. Gever, c'est un adulte. Et le Gever, il est Kovesh et Titzro. Il maîtrise son Yetzerara. Donc, chacun peut mesurer son degré de maturité dans sa capacité à gérer son Yetzerara. Donc, si tu vois que tu es dans les nerfs, dans l'impulsion, dans les peurs, dans les traumatismes, dans la superficialité, dans la lourdeur, dans la gaminerie, tu as compris quel est ton âge réel. Après, tu pourras passer ta vie à accuser ta femme, accuser tes enfants, accuser le Rav, accuser la Torah, accuser le monde. Tu pourras dire, ma mère m'a pas donné d'amour, mon père m'a pas allaité. Tu es devant une question, il y a une réponse à avoir. Alors, bizarrement, quand tu as fait ce travail avec toi-même d'éduquer l'enfant qui est en toi, après, tu vas aborder le couple en voyant que chez l'autre aussi, il y a un enfant. Et chez toi aussi, il y a un enfant. Alors, avec ta femme, tu vas faire l'enfant. Si toi, tu fais l'enfant, elle fait l'enfant, on s'engueule. Voilà, ça fait un gan. Et après, vous allez voir un rave, une ganénette qui vous dit, c'est pas bien, c'est pas comme ça, c'est honteux. Sinon, vous allez faire les adultes. Maintenant, le temps que l'autre devient adulte, toi, tu continues à faire ton travail de mise en situation d'adulte. Ou non, tu dis, puisque l'autre a fait la gamine, moi aussi je fais le gamin. Je peux être plus bête que toi, crois-moi. Mes parents ont renoncé, mon psy s'est suicidé. D'accord? Donc, ou non, tu vas faire le travail avec elle. Et quand tu fais le travail avec elle, donc tu continues à faire ton travail avec toi,
tu continues à faire le travail avec toi grâce à elle, et après, vous allez continuer avec l'enfant. Maintenant, normalement, le recul que tu as sur toi, quand tu te regardes, parce que tu te fous pas de ta gueule, ouais. Ensuite, le recul que tu as sur ta femme, tu dis la pauvre, elle est fatiguée, c'est pas le moment de parler de ça. Ou tu dis non, il faut que ça sorte, parce que tu confonds parler et rôter, c'est une erreur, ouais. Donc tu travailles tes midotes, oui, tu fais ce travail-là. Après, ce recul que tu as eu sur toi et sur elle, tu pourras l'avoir avec l'enfant. Maintenant, les deux, comme vous êtes en connivence, puisque vous avez fait le travail de communion, ouais, donc vous pouvez vous asseoir comme ça et dire la vérité, il est têtu comme moi. C'est vrai. Et elle dit pas, elle dit, ouais, mais d'accord, mais t'as vu comment il est hypersensible? Il est susceptible comme moi. Donc maintenant, il est têtu et susceptible. Ça s'appelle double ABS, avant-arrière bloqué. Il veut avancer, à quoi ça sert? Il veut reculer, c'est trop tard. Ouais. Donc il va falloir travailler. Donc tu as compris que tu vas continuer, attention, à travailler tes midotes en résonance du travail que tu vas faire avec ton fils pour qu'il travaille ses midotes. Ça va? Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous allez dire, il nous a pris la tête, on était venu pour se marrer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si Dieu veut, vous allez les marier. Et vous allez les marier tzadikim, équilibrés et autonomes. Parce que pas autonome, c'est vous qui allez continuer à le payer le loyer quand ils auront 50 ans. Pas équilibré, ils vont faire des crises de susceptibilité. Il va à 3 heures du matin, il dit voilà, je me suis engueulé avec Myriam, je dors à la maison. Tu dis qu'est-ce que tu fous là, dégage. Ouais. Et pas de sadique, laisse-moi tranquille avec ton Shabbat. De toute façon, c'est de la MER. Donc le projet, c'est d'amener à la choupa des enfants tzadikim, équilibrés, autonomes. Ça va? Ok. C'est du travail. C'est beaucoup de travail. Mais vous en faites pas, c'est que la satisfaction, et c'est ça le meilleur remerciement, c'est d'avoir réussi à amener des enfants comme ça à la choupa. Écoutez bien. Si vous ne le faites pas, à cause du travail, à cause des nerfs, à cause d'elle, parce qu'elle ne vous a pas écouté, parce que vous n'avez pas fonctionné en binôme, parce qu'elle t'a énervé, parce que tu es truqué, parce que tu n'as pas la tête, parce que toi-même tu avais des problèmes psychologiques, ton psy te l'a dit, tu n'es pas capable, tes trucs, tu as été castré mentalement. Ok, je ne sais pas comment ils ont été conçus du coup. Bon, donc, on va couper court à la discussion, mais écoute-moi bien, c'est beaucoup plus dur de voir tes enfants ratés revenir à la maison, parce que même quand ils étaient devant la mer Rouge, les enfants des Béné Israël, il n'était pas question de retourner en Égypte. Donc c'est un gros échec de voir tes enfants de 40 ans revenir à la maison. Ouais. Donc tout le travail que tu fais, c'est justement pour que après la choupa, ciao. En plus, ils habitent à Pantin. Ouais. Parce que le Rav Israël de Sarcelles, il disait il y a 7 brachot dans la Sheva Brachot. Mais c'est quoi la 8e? Il disait les parents, ils attrapent le Khatan et la Kala, ils leur font la 8e bracha. La 8e bracha, c'est débrouillez-vous. Bror Rosum de Brasek. C'est une très grande bracha. Ça s'appelle l'invitation à l'autonomie. Ça veut dire bienvenue ailleurs. Démerde-toi. Et c'est bien. Vous avez compris ou non cette logique? Voilà. Donc, si vous avez compris ça, que ça, c'est le projet. Et tout le reste, c'est toute la démarche pour y arriver. Maintenant, vous savez, quand vous appuyez sur le Waze, il vous donne toutes les rues pour arriver là quelque part. Et bien vous, il faut que vous fassiez une feuille de route avec votre femme, ensemble, de dire comment est-ce qu'on va y arriver. D'accord? Et cette feuille de route, elle doit être un travail personnel et un travail de couple. D'accord? Arrêtez de penser que c'est l'école qui éduque les enfants. C'est une erreur. Arrêtez de penser que c'est la meilleure babysit, c'est la télévision. Arrêtez. Arrêtez de croire que la PlayStation, ça va genre leur développer les réflexes. Non, ça va les rendre épileptiques. Ouais. Que le chat GPT, il fait bien les devoirs à leur place. Parce que ça va les rendre brêles. D'accord? Et il faut les faire lire, il faut les faire réfléchir, il faut les faire kiffer, il faut jouer au football avec eux. Tout ça, parce qu'encore une fois, on a un projet. Et dans ce projet, il y a 100 étages. Et 100 étages, il y a 20 marches entre chaque étage. Et chaque étage, il faut monter chaque marche pour arriver à l'étage. Mais on sait
qu'on aura cette satisfaction, si Dieu veut, c'est ça le plus important. Qu'à la choupa, tu as laissé des enfants extraordinaires. Et la deuxième étape, c'est qu'à la mort, quand tu vas te retourner, et tu vas regarder les enfants, tu vas regarder les petits-enfants, tu vas dire, je pars tranquille. Parce que c'est marqué que dans le Zohar, que les enfants, par leur mitzvot, ils peuvent sortir le père rachat du Gehinam pour l'amener au Gan Eden. Vous savez ça? Non? Bon, mais les rabbins, ils ne le disent pas tellement, mais l'inverse aussi. Donc, quelqu'un, il est au Gan Eden, ses enfants avec leur Averot, ils sortent le père du Gan Eden, ils l'envoient au Gehinam. C'est normal, parce que tu touches les royalties de tes filières. Tu dis, non, mais j'ai plus rien à voir, je suis mort. Il y a mort et remords. Et tu remords. Et encore. Ouais. Donc la logique, c'est ça. C'est qu'Hachem, il a donné des moyens extraordinaires, il a donné une Torah extraordinaire, il a donné des Sfarim extraordinaires. Il y a plein de choses. Et Rav Yakovson, et Rav Kaufman, et Rav Dessler, il y a de tout. D'accord? Et si vous voulez plus proche de vous, puisqu'il est juste en face, j'ai écrit ces livres-là. D'accord? Ces livres-là, c'est des outils de travail. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais oui, mais j'ai acheté le livre. Mais c'est pas une mezouza, il faut le lire. D'accord? Et il faut même travailler dessus. Parce que c'est un condensé de Moussard. J'ai un élève à moi qui, ça fait 30 ans qu'il est au collège Chazon Ish. Et lui, c'était le Talmid de Rav Weintraub, un des Mekoubalim Ashkenaz de Bnei Brak. Vous avez entendu parler de lui ou non? Non. Oui, il faut sortir. Bon, Michael Jackson, ok. Donc, et lui, il m'a dit, mais si on le traduit en hébreu, il va faire un massacre à Ponyovitch, le livre. D'accord? Même Raveman, il a dit, je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'est-ce que Yeria, il a écrit dans le livre. C'est très, très dense. Donc, moi, ce que je conseille, vous prenez le livre et vous pouvez travailler une fois par semaine ou la deux, ou 1 heure par jour, si vous êtes pressé. Il y avait une personne, elle avait fait 10 ans de dépression. Je la connais pas maintenant. Elle est tombée sur le livre, elle a travaillé dessus 6 heures par jour pendant 1 mois et demi. Maintenant, comment je l'ai su? Parce que son psychologue, le goy, il m'a appelé. Il m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait à cette femme? 10 ans qu'elle me paye mes piscines, que je la suis, et elle a changé sa vie. Je dis, moi, j'ai rien fait, la vérité. Moi, j'ai rien fait, c'est elle qui a travaillé. Parce que j'ai des gens, encore une fois, qui ont le livre, il est tout neuf, il est dans la bibliothèque. En plus, ils aiment bien la couleur. Il y a le bleu, il y a le rouge. Ils me demandent, le blanc, il va arriver. Je dis, je suis pas assez républicain pour ça. Ouais. Donc, c'est ça l'idée. Donc, celui-là, c'est un livre de travail sur soi, si vous avez l'intelligence de travailler dessus. Bon, après, il faut l'acheter, hein. C'est 20 € quand même, je peux comprendre, puisque ça correspond à peu près à 4 ans de thérapie, à 80 € la séance par semaine, vous avez compris, si vous êtes de la communauté. Sinon, c'est pas grave, continuez à vous faire rouler. Et celui-là, comme celui-là, il est très très dense, ouais, parce que malheureusement, vous avez compris comment j'enseigne. Ouais, il y a beaucoup d'informations dans le cours. C'est sympathique comme ça, c'est... Mais il y a un psychologue, il m'a écrit, il m'a dit, écoutez, avec une phrase de vous, je peux écrire un bouquin. Je dis, vas-y, écris, fais-toi plaisir. Bon, donc, Madame Naomi Adida, que vous connaissez peut-être, qui est coach, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ce livre-là et elle a pris des chapitres nécessaires et elle a fait ce qu'on appelle le séquençage. C'est-à-dire qu'elle a découpé, comme moi j'ai donné la falaise, elle a donné l'escalier. Parce que moi, je pensais que les gens, ils doivent le faire eux-mêmes. Mais c'est pas évident. C'est vrai. Parce que plus on regarde la télé, plus on a du mal à réfléchir. C'est normal. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous lisez le chapitre, et après, vous lisez le texte, et donc elle a résumé, et après, elle pose des questions auxquelles vous devez... Il y a même des schémas, c'est-à-dire on l'a fait pour des débiles, donc les gens normaux. Ouais. Moi, la vérité, j'ai pas pensé qu'il fallait faire des dessins. Parce que BD, c'est bande de débiles, mais bon. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle pose des questions, et vous répondez. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de répondre, ça veut dire que vous n'avez pas compris ce qui est écrit dans le livre. Et 2, vous risquez pas de l'intégrer, puisque vous n'avez pas travaillé dessus. D'accord? Et vous avancez comme ça. C'est ça que moi, je conseille. Pendant la semaine, tu travailles avec ces livres-là. Mais il faut vraiment travailler. J'ai un Rosh Kolel, Ramat Bet Shemesh, il a écrit 3 classeurs de commentaires. Il y a des gens des goïms qui l'ont lu 9 fois. Et des autres, il me dit, écoutez, il est compliqué quand même. C'est compliqué. Je te dis, tu peux enlever pliqué. Et celui-là, c'est si vous n'avez pas l'occasion de faire 15 ans de collège, vous n'avez pas tous la tête, d'accord? Donc, pour comprendre les différents noms de Dieu,
les différentes facettes d'Hachem. Après la notion du temps, la notion de Mida Keneged Mida, la notion du bitachon, la notion de la providence, du mazal, c'est expliqué. Même Rav, peut-être vous le connaissez, Rav Shaul Weissman, vous connaissez? Il vient des fois ramasser de l'argent ici. Ça vaut la peine de lui donner, il est très, très pur. Il m'a dit, Ria, comment tu arrives à expliquer tellement simplement des choses tellement compliquées? Alors, je vous dis la vérité, je l'ai réécrit 9 fois. Vous le voyez comme ça, sympathique. Je l'ai réécrit à chaque fois pour rendre plus simple, parce que je sais que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller prendre des sfarim qui sont très très riches, très profonds. Donc ça, c'est plus par rapport à la rouhaniout, la connaissance de Dieu, et ça, c'est plus par rapport au travail sur soi. D'accord? Maintenant, juste, je vous dis un élément, après je vous laisse tranquille. On dit que le niveau de perception que l'on aura d'Hachem après la mort dépend du niveau de perception qu'on avait d'Hachem de son vivant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le Rav de Brisk qui dit « Enj gaga bedeot ». On ne peut pas être involontaire dans la connaissance spirituelle. Il faut savoir. Il ne faut pas inventer. Ouais, tu dis « Non, mais ça va, j'ai vu une conférence de Klein sur le temps. » C'est bien, mais il faudrait que tu aies la version juive aussi. C'est important. Ouais. Donc cette idée-là, c'est que si on ne veut pas être perdu en arrivant là-haut à 120 ans, il vaut mieux faire le travail ici. Encore une fois, il faut continuer le kollel, il faut apprendre la halakha, il faut faire les mishnayot, c'est très très bien. Mais en parallèle, il faut faire un travail sur soi. Parce que sinon, je vous dis la vérité, on passe sa vie à essayer de récupérer les erreurs de ce qu'on aurait pu éviter si on avait fait le travail. D'accord? Et moi, j'ai dit cette phrase qui vaut ce qu'elle vaut, comme on dit chez L'Oréal, c'est que je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur le travail non fourni. Ça va? Donc moi, je vous engage à travailler. C'est pour ça que c'est bien que le collège il a organisé comme ça ces conférences avec différents rabbanim. Mais sachez que ce que vous apprenez avec le Rav, ça c'est Vayadarta. Mais ce que vous allez travailler entre deux conférences, à la maison, sur vous-même, dans votre tête, ouais, ça c'est Hashevota et Vavecha. C'est ça qui va s'imprégner, c'est ça qui va rester chez vous. Oui, c'est pas juste de venir au cours. Vous avez la tseti de Chova. Ah, ma femme elle est venue, moi aussi je suis venu. Kol Kavod, bravo. Oh là là, je suis fier de vous. Maman, j'ai envie de chanter Frère Jacques, la chanson d'Hébrel. Ouais. Non, c'est une invitation à travailler. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut travailler. Moi, j'étais marié 40 ans avec une femme extraordinaire. On a travaillé 40 ans. Donc, je vous donne un secret. Ouais. Quand tu veux évoluer, le travail ne demande pas d'effort. Mais quand tu veux pas évoluer, chaque geste, il demande un effort. Donc, en vérité, tout le problème, il est dans la kavana de départ. Est-ce que tu veux grandir? Est-ce que tu veux évoluer? Est-ce que tu veux avoir un niveau dans le relationnel avec Hachem? Est-ce que ça t'intéresse de prier comme il faut, comme la Torah l'a demandé? Est-ce que ça t'intéresse d'avoir une réussite de couple qui n'est pas juste basée sur de la consommation? Ouais. Mais ça, tout ça, c'est l'ambition. Mais l'ambition, elle a besoin des moyens. Donc, donnez-vous les moyens de vos ambitions, et bien, Hachem, tout se passera bien. Voilà. N'applaudissez pas, c'est pas un spectacle, vous gardez ça pour Gad.